Bonjour à tous et bienvenue à la 5e conférence de 2S, la 5e après celle de Peter Moonen qui est en train de s'asseoir et qu'on remercie pour sa très bonne conférence du mois dernier. Donc merci d'être présent. Normalement on a une visio avec Anglette. Donc bonjour à Anglette et merci d'être là. Donc vous savez, à chaque fois on fait une petite introduction sur l'actualité de 2S. Il faut que je parle plus fort, voilà. On fait une petite introduction sur l'activité de 2S. Donc les appels à projets, en plus, vu le public, ça va vous intéresser. Donc on est sur la nouvelle vague, vraisemblablement la 3e. Les bourses d'innovation pédagogique, là, c'est plutôt pour les enseignants qui ont envie de faire des pratiques pédagogiques innovantes. Les dates, c'est le 9 mai. Les doctorants, vous avez l'appel à mobilité doctorante 3 mois dans un laboratoire étranger qui vous est très fortement conseillé, qui est peut-être même obligatoire, répondre pour la fin du mois de mai. Et la mobilité postdoc, donc ça vaut pour les doctorants en cours. Vous savez, c'est 1 an de contrat que nous payons pour que vous partiez à l'étranger faire un postdoctorat qui est d'excellentes conditions. Et candidature au mois de septembre 2019. Voilà, le prochain événement, c'est Laurent qui va le présenter. Oui, bonjour, il s'agit donc d'un escape game. Donc vu le public aujourd'hui, je pense que je n'ai pas besoin de présenter de quoi il s'agit. Nous avons organisé un événement de ce type-là à Pau au mois de novembre qui a été un réel succès. On duplique l'événement sur la côte basque à Anglette le 28 mars où donc des équipes d'étudiants devront devront sortir d'une pièce en résolvant des énigmes, et ces énigmes ont un lien étroit avec ce qu'est la création d'entreprise et les énigmes qu'un futur créateur d'entreprise devra résoudre. Voilà. Donc ensuite, la prochaine conférence, ça va être le 11 avril. On a oublié de mettre le nom de l'intervenant, mais vous aviez tous reconnu, en fonction du titre, à la recherche des ultra-traces de métaux dans le vivant. C'est le directeur de l'IPREM, Richard Lobinski, qui fera la prochaine conférence. Vous savez, on essaie d'alterner une conférence avec un intervenant local, une conférence avec un invité. Et ensuite, donc ça c'est le 11 avril, le 9 mai, on a l'AG de 2S où on fait le bilan annuel de ce qui a été fait dans le 2S et qui sera suivi par la conférence du mois de mai qui sera faite par Isabelle Moretti, qui est directrice de la recherche chez Engie, qui était directrice de la recherche chez Engie et qui vient d'être recrutée à l'UPPA. Voilà, mais aujourd'hui, donc c'est Monsieur Berry qui intervient et je vais laisser Laurent le présenter. Merci Xavier. Donc ça sera une introduction à 2 voix, puisque vous verrez, il y a une petite surprise après cette planche. Donc Gérard Berry, le présenter, ça pourrait durer quelques heures, hein, parce que c'est un parcours d'une richesse incroyable. Il est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire algorithme, machine et langage. Vous avez compris à travers ces quelques mots-clés que c'est plutôt un informaticien. Pataphysicien sur les bords aussi, si j'ai bien... Pas sur les bords. Même au milieu. Ok. Donc, moi, je ne vais pas décrire la carrière de Gérard Berry. D'ailleurs, j'en serais probablement incapable tant elle est riche. Par contre, moi, je vous invite à regarder, à aller sur Internet, sur son site INRIA ou sur le site au Collège de France. Vous constaterez qu'il y a un résumé de carrière et je pense que ce résumé de carrière, il est extrêmement important de le lire pour comprendre ce que c'est que la carrière d'un enseignant-chercheur de ce niveau-là. Alors, moi j'ai pris quelques petites notes au passage. Donc vous dites être tombé dans la science très tôt en lisant un bouquin de chimie. C'est ça, hein ? Donc un bouquin de chimie, et puis avoir rencontré votre premier ordinateur Alix, et que à ce moment-là, vous avez compris une chose, et là je cite, le gouffre fondamental qui sépare les humains, intuitif, lent et assez peu rigoureux, de la machine, hyper rapide, totalement obéissante, mais d'une noire stupidité. Visiblement, ça vous a aiguillé sur ce qu'allaient être vos recherches par la suite. Absolument. Donc je l'ai dit, je ne vais pas détailler la carrière, mais en lisant ces quelques pages, je trouve qu'on trouve tout le sel de ce qui fait la carrière d'un chercheur de haut niveau, et la curiosité scientifique, la
capacité d'observation, des rencontres, parfois des hasards, du travail, beaucoup de travail. Je le dis aussi parce qu'il y a des doctorants dans la salle, il faut beaucoup de travail, mais aussi du recul, voire de la dérision, ou de la rision, si je reprends un texte que j'ai trouvé sur votre site. Voilà. Et dans nos missions de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, il ne faut pas oublier que, évidemment, il y a enseigner, il y a la formation, il y a la recherche, mais il y a aussi d'autres dimensions qu'on oublie parfois, celle de la valorisation, de la diffusion de la culture scientifique. Et là aussi, je trouve qu'il y a un parcours tout à fait exemplaire, puisque vous avez été présent sur tous les fronts, je pense, de ce que j'ai cité. Vous avez notamment été directeur scientifique de l'entreprise STRL Technologies. Alors STRL, je pense que c'est central dans votre carrière. Et vous avez qualifié cette période où, là, finalement, vous êtes... tu as parlé tout à l'heure, Laurent, d'un escape game autour de l'entrepreneuriat. Je crois que là, il y a une expérience tout à fait riche de création d'entreprise, alors qui était une entreprise ou une start-up INRIA, je pense, au départ. Voilà, et une période exaltante et créatrice. Donc ça, c'est sur le volet de la valorisation, mais sur le plan de la formation, parce que vous avez plutôt une carrière de chercheur, on trouve des choses qui sont tout à fait passionnantes aussi. Vous avez été président d'une association Montessori. Alors là aussi, je vous invite vraiment à lire le résumé de carrière. J'adore le moment où vous dites que vous avez eu la chance d'enseigner devant des 9-12 ans et que vous avez ensuite été promu pour enseigner devant des 6-8 ans. Et avec une analyse tout à fait intéressante. Voilà. Et puis la formation, c'est évidemment les cours du Collège de France. Donc ça, et beaucoup de choses disponibles sur le web, des conférences, tout. Voilà, tout est disponible sur le web. Alors je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que finalement, je passe la parole à Hélène. Qui regrette, Hélène Baru, qui regrette beaucoup de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, mais je crois que vous avez dîné ensemble hier soir. Oui. Donc voilà. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous présenter Gérard Berry, qui nous fait le plaisir de venir faire un exposé dans le cadre des cycles de conférences de 2S. Donc Gérard est un informaticien et ancien élève de l'école polytechnique, et il est aussi ingénieur général des mines. Donc il est titulaire d'une thèse d'État en mathématiques, mais très vite c'est l'informatique qui l'a passionné, et c'est en informatique qu'il a eu de très belles contributions, comme par exemple des contributions en lambda calcul, en programmation temps réel. Et je pense qu'une de ses plus belles inventions, c'est le langage STRL qui l'a mené à cofonder STRL Technologies, dont il a été le directeur scientifique pendant quelques années, en fait jusqu'en 2009. Et c'est en 2009 que j'ai eu le plaisir de rencontrer Gérard, quand il est devenu président de la commission d'évaluation de l'INRIA. Et j'ai d'ailleurs eu, dans ce cadre-là, le privilège de travailler à ses côtés de 2010 à 2012. Donc pendant ces 3 années, j'ai énormément appris. J'ai aussi beaucoup rigolé, parce que Gérard ne manque pas d'humour, et je ne sais pas si tu le sais, Gérard, il existe un cahier à l'intérieur duquel il y a tes plus belles phrases, que tu répétais souvent dans des moments critiques pour faire baisser la pression à la manière de Pierre Dac. Donc en 2012, tu nous as quittés, nous les membres de l'ACE, pour occuper un poste de professeur en informatique au Collège de France, en fait le premier poste de professeur en informatique du Collège de France, et tu y as occupé la chaire algorithme, machine et langage. Voilà, donc ta carrière, Gérard, elle est admirable, de nombreuses distinctions jusqu'à la médaille d'or du CNRS en 2014. Au passage, je signale que c'est la 2e fois que l'informatique a eu la médaille d'or du CNRS, donc c'est quand même une belle prouesse et un beau témoignage de ta belle carrière. Tu es aussi membre de l'Académie des sciences depuis pas mal d'années, et depuis 2018, tu occupes aussi un poste au Conseil scientifique de l'éducation nationale. Bon, donc vous l'aurez tous compris, Gérard est un informaticien qui ne cesse de marquer son temps, mais pas que, en fait, il n'est pas qu'informaticien, il est aussi déformaticien. Donc la déformatique, c'est l'inverse de l'informatique, le contraire de l'informatique, et il occupe un poste de déformaticien, il est régent de déformatique au Collège de Pataphysique. Et dans ce cadre-là, il a aussi produit de très beaux écrits, où il réalise des études sérieuses sur des sujets fondamentaux, comme par exemple, est-il possible de décerveler des shadocks ?
Donc, bon, il est temps que je m'arrête, surtout que les dés sont jetés, et j'espère que vous n'allez pas passer un mauvais quart d'heure. Un grand merci à toi, Gérard, d'être venu faire un tour du côté de Pau. Je regrette très sincèrement d'être absente aujourd'hui. J'aurais aimé me régaler de tout ce que tu vas nous raconter dans le cadre de ton exposé sur l'informatisation galopante des sciences naturelles. Et au fait, j'espère que tu n'as pas oublié comment on mange une papaye. Oui, si vous ne savez pas comment on mange les papayes, il faut vraiment apprendre. La papaye, ça se mange avec une fourche. Alors, je voudrais vous parler, si ça se décide à marcher aussi, de la révolution informatique dans les sciences. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, de différents chapitres que je vais vous parler, dont je vais vous parler. Et d'abord, on va parler de l'hyperpuissance de l'informatique. Ça, c'est le titre d'un livre que j'ai écrit il y a 2 ans, qui est donc disponible dans toutes les bonnes librairies, aussi sur le web, mais il vaut mieux l'avoir en papier parce qu'il y a beaucoup de photos, de choses comme ça, où j'explique pourquoi l'informatique change totalement le monde, elle le met absolument à l'envers. Et dans les sciences, vous allez voir que c'est particulièrement vrai, mais c'est vrai ailleurs aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un changement? Ben, si vous regardez les sciences entre le 18e et le 20e siècle, par exemple, le 21e, le début du 21e, vous voyez que ça a commencé avec matière et énergie. Donc vous avez tous fait de la physique. La physique, c'est matière-énergie d'abord. Et ça a commencé à la fin du 18e en grand. Ben, les Grecs avaient déjà fait des trucs, mais à la fin du 18e avec l'invention de la chimie. Et ensuite au 19e avec la mécanique. Et au 20e avec beaucoup d'autres choses. Et l'essor fantastique de la physique. Et puis ils sont arrivés en 1850 à peu près, les ondes électromagnétiques, qui existaient avant, mais on ne savait pas. Et voilà, et donc tout le XXe siècle a été construit exactement autour de ce triangle, matière, énergie, onde. Tout ce que vous avez appris à l'école est fait autour de ce triangle, à part les maths, qui est un truc à part, pourquoi on verra après. Et alors il y a eu un énorme changement à la fin du XXe, c'est l'arrivée de 2 nouveaux larrons qui s'appellent information et algorithme. Et ça, c'est pas rentré facilement dans les mœurs, surtout en Europe, où les gens ont dit « Oh, c'est une mode qui va passer, ce qui nous coûte extrêmement cher maintenant. » Alors, l'information et l'algorithme, il ne faut pas se tromper, ça conduit à un changement total des façons de penser et de faire. C'est pas moins que ça. Hein. Et on le voit maintenant dans tous les pans de la société, tout le monde est complètement étonné de ce qui se passe, alors que c'est annoncé, prévisible et organisé. Hein. Quand on est étonné de choses qui se passent, qui sont annoncées, prévisibles, organisées, il faut s'interroger sur soi-même et pas sur le reste du monde. Hein. Ça conduit vraiment à une nouvelle façon de penser et de faire. Pourquoi? Parce que l'information, c'est complètement différent de la matière. Ça pèse pas grand-chose. Quand, à la sortie de cet exposé, vous pèserez moins lourd qu'avant, pourtant vous sortez plus de choses. Hein. Donc ça, parce que vous avez perdu de l'eau sur le trajet et de la matière. Mais par contre, vous aurez peut-être gagné de la connaissance, mais vous ne pèserez pas plus lourd pour autant. Et les gens ont du mal à comprendre ça. Par exemple, on dit toujours combien pèse ton fichier. Hein. Ben, il ne pèse rien, parce que, comme on disait à l'époque des cartes perforées, l'informatique, c'est les trous, ce n'est pas le papier. Et puis, ça ne brûle pas, ça ne sent pas, ça ne se voit pas, ça se stocke un peu n'importe où, sur des supports totalement indifférenciés. Ce n'est pas du tout la même logique. Voilà. Et alors, pendant longtemps, en France, et surtout dans l'enseignement, on parlait de l'outil informatique. Il faut apprendre à se servir de l'outil informatique. Oubliez ça une fois pour toutes. L'informatique, ce n'est pas un outil, c'est gigantesquement plus que ça. C'est comme les mathématiques, ce n'est pas un outil, c'est beaucoup plus que ça. Ça fait aussi des outils, mais les gens qui en sont en train de prendre la domination du monde sont des gens qui ne considèrent pas que l'informatique est un outil. Ils considèrent que c'est l'outil de pensée principal, la méthode de pensée principale, pour eux. Alors, l'informatique, techniquement, c'est quoi? Ben, en gros, c'est 5 choses. C'est 4 piliers. Il y a l'information. Je ne vais pas essayer de vous expliquer ce que c'est exactement. C'est compliqué. Par exemple, quand vous dites il fait 20 degrés, il fait bon. Savoir ce qu'il y a l'information là-dedans, c'est difficile. Parce que 20 degrés, par exemple, c'est une donnée, ce n'est pas une information. Ça dépend du contexte. Pour un Français, 20 degrés, il fait bon. Pour un Américain, 20 degrés, on gèle. Donc, attention, l'information et la donnée, ce n'est pas simple. Mais bon, on va se contenter d'une définition intuitive, ça suffira. L'algorithme, qui est donc un procédé de calcul automatique, extrêmement stupide, surtout, c'est ça, il n'y a pas d'intelligence dans l'algorithme.
Quand on vous parle d'intelligence artificielle, les algorithmes qu'on a à l'heure actuelle n'ont aucune intelligence à l'intérieur. C'est une notation humaine. Un algorithme, c'est bestial, c'est fait par une machine stupide. La machine, elle est là, et les langages, parce qu'il faut écrire les algorithmes, et que les mathématiques ne suffisent pas du tout pour faire ça, et qu'il faut inventer d'autres langages, comme les langages de programmation. Et puis, il y a les interfaces et il y a nous. Et alors, nous, ben, il y a quoi sur nous? Il y a nous ici, et il y a les voitures, les choses comme ça. Voilà. Et puis, pas que les voitures, il y a aussi les instruments scientifiques, on le verra. Là, j'ai mis je ne sais plus lequel c'est, Spirit ou quelque chose comme ça, les robots martiens, etc. Bon, alors, il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, nous sommes minoritaires en informatique. Il y a beaucoup plus d'objets sur Internet que d'hommes. Hein, et la plupart des données sont fabriquées par l'instrumentation scientifique, les objets de tous les jours, les voitures, etc. Ce n'est plus les hommes qui fabriquent les données, bien qu'ils en fabriquent encore beaucoup. Et puis évidemment, tout ça se mord la queue parce que les machines, dans votre téléphone, vous avez un petit circuit qui possède à peu près 9 milliards de transistors. Donc 9 milliards de transistors, c'est une machine absolument fantastique. C'est la seule machine au monde qui a 9 milliards de pièces. Et évidemment, c'est construit par des algorithmes. Alors, ce qui fait que l'informatique est très très différente des autres sciences, c'est que c'est un jeu de construction. La physique, ça étudie la nature. La chimie, ça étudie la nature. La biologie, ça étudie la nature. Dans la nature, on n'a rien choisi. En informatique, on a tout choisi. Merci à la physique qui nous a donné les circuits et plein d'autres choses. Mais nous, on fabrique tout. L'informatique, vous allez voir, ça existe dans la nature, mais ça ne nous empêche pas de fabriquer une autre nature. En gros, on fabrique une nature un peu parallèle. Donc ça, c'est vraiment important. Puis il y a autre chose de laquelle je parle beaucoup dans mes cours, et j'ai des exposés spécifiques là-dessus que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a les bugs. Et toute personne qui ne comprend pas que les bugs, ça tue n'importe quel système, ne devrait absolument pas s'approcher de l'informatique. Malheureusement, chez les scientifiques, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore ça, et c'est un peu dommage, mais ça s'améliore un petit peu. Alors, voilà notre père à tous, qui s'appelle Al-Khwarizmi, nom très inconnu en France pour des raisons très bizarres. On n'apprend pas Al-Khwarizmi à l'école, pourtant il nous a appris... algorithme, ça vient de son nom. 1215 a testé algorithme, la latinisation du nom d'Al-Khwarizmi, et il nous a appris quelques petites choses, comme par exemple les chiffres arabes. C'est lui qui les a importés d'Inde. Il faut savoir que les chiffres arabes, en Arabie, ils s'appellent chiffres indiens, ils ne s'appellent pas chiffres arabes. Et l'algèbre, donc il a un grand traité où il a introduit la notion d'algèbre, algèbre et tout. Donc c'est quelqu'un dont on ne parle pas à l'école et je n'ai jamais compris pourquoi. Ça va s'améliorer. Alors l'informatique diffère aussi de pas mal d'autres choses parce qu'elle est totalement globale. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune différence entre les notions d'information qu'on utilise dans quelque domaine que ce soit en physique, en maths, en médias, en cinéma. C'est exactement la même chose. C'est aussi exactement les mêmes algorithmes. Il n'y a pas de différence. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, SRL, le langage que j'utilise, vous volez dessus dans les avions, mais vous écoutez de la musique qui est faite avec aussi. Parce que pour moi, la musique ou les avions, c'est exactement le même problème. À des différences, évidemment, près de traitement. Et puis, il y a une seule notion d'algorithme, et il y a quelque chose qui n'existe pas en physique, c'est une machine universelle. Tous les ordinateurs sont totalement identiques sur le principe, qu'ils soient à l'intérieur d'une machine à laver, dans un supercalculateur ou dans votre téléphone, c'est le même, quelle que soit la marque. Toutes ces machines peuvent tout faire, elles sont absolument universelles. Vous pouvez, en principe, techniquement c'est un peu plus difficile, prendre un programme de calcul ici du sous-sol et le faire tourner sur une machine à laver. Il n'y a aucun problème, la machine à laver fera ça en plus de temps, c'est tout. Donc ça n'existe pas en physique. Et puis le levier de l'information, c'est hyper efficace, et voilà, on va le voir. Et très souvent, et on le voit de plus en plus, c'est un autre exposé, posséder l'information, c'est plus important que posséder la matière et l'énergie. Un exemple typique, c'est Booking.com, que tout le monde connaît, ou Airbnb. Booking.com, c'est le roi de l'hôtellerie. Et pourtant, pourquoi il est roi de l'hôtellerie? Parce qu'il n'a pas d'hôtel. Il n'y a pas 1 milligramme de pierre dans Booking.com, à part ses propres bureaux. Parce que simplement, ce qui est important en hôtellerie, ce n'est pas de posséder des hôtels, c'est de savoir qui veut aller quand où. C'est ça la vraie valeur ajoutée de l'hôtellerie. Et donc, oui, Booking.com, c'est très simple, c'est un pour tous, tous pour un, et mes 15%, la devise de Booking.com, et c'est tout.
Alors, la grande difficulté, et qu'on voit chez les scientifiques, on va le voir chez les scientifiques, c'est que le raisonnement et l'action sur l'information, c'est complètement différent de ceux sur la matière et l'énergie. Et les scientifiques sont en période de bascule. Les astronomes ont fait cette bascule depuis longtemps, les physiciens, certains aussi, comme au CERN. C'est pas par hasard que le web a été inventé au CERN. Hein. Mais par exemple, les biologistes sont encore certains le font, d'autres pas. Alors, l'hyperpuissance, pourquoi ce mot-là? Parce que ce que je vais essayer d'expliquer, c'est qu'on peut faire avec l'informatique des tas de choses qu'on ne peut pas faire avec les sciences classiques seules. Et à un niveau qui change complètement la perception des sciences. Alors, mais attention hein, ça annule absolument pas les autres sciences, de même que les maths n'annulent pas la physique. Les maths sont fondamentales pour la physique, mais ce n'est pas la physique. Donc là, c'est complémentaire. Donc, on va voir comment ça collabore. Alors voilà un exemple tout simple, mais qui est le premier. Alors j'ai un cours entièrement dédié à ça. C'est quoi un appareil photo numérique? C'est ça que fait ce cours, et c'est totalement extraordinaire au niveau informatique. Voilà une photo argentique, prise avec un appareil normal. Donc on est dans les lois de l'optique. Un grand angle, les droites sont tordues. C'est comme ça dans les grands angles, on n'y peut rien. Puis il faut un grand angle dans une cathédrale, on n'y peut rien. Donc quand on fait une photo argentique, on fait clic, et puis là c'est fini. On développe le film, et il n'y a quasiment plus de choix. Les tireurs professionnels arrivent à faire des trucs, mais c'est très difficile. En photo numérique, c'est exactement l'inverse. Le capteur est un objet qui va simplement rendre des nombres. Un capteur, ça rend quelques dizaines de millions de nombres, hein, qui sont les intensités lumineuses dans chaque couleur vert, bleu, rouge. Et puis, c'est là que ça commence. On va faire passer des dizaines d'algorithmes sur une seule photo, et qui vont faire des tas de choses. Alors, regardez les défauts de cette photo. Il y a trop de contraste, parce qu'entre les très hautes lumières et les très basses lumières, il y a un contraste très fort. Puis les lignes, etc., les lignes ne sont pas droites et tout. Et dans votre appareil photo, maintenant vous ne le savez même pas, mais votre appareil photo, il vous sortira plus ça, il vous sortira ça. Parce qu'à l'intérieur de votre appareil photo, il y a un gros tas d'algorithmes. Quand je dis un gros tas, c'est dur, hein, c'est des algorithmes durs, qui vont vous sortir ça automatiquement, vous n'aurez plus aucun choix. Bon, le projecteur est très contrasté, donc on ne voit pas si bien que sur un écran, mais c'est quand même comme ça. Et puis pour un clic de plus, si vous avez envie, ça vous fait ça. Et ça, les téléphones font ça très bien aussi, alors qu'avec du papier, c'est assez compliqué à faire. On ne peut même pas vraiment, parce que même si on penche l'agrandisseur, il y a des problèmes de profondeur de champ, ça va être flou au dehors, etc. Donc voilà. Alors ça, bon, c'est l'amélioration assez simple par rapport à la physique, mais on peut aller énormément plus loin. Par exemple, maintenant, le niveau de bruit a changé. On est passé de, mettons, 400 ISO au maximum en couleur avec des films. On est maintenant à, je ne sais pas, 25 000 ISO de façon assez courante avec un capteur numérique. Et le plus grand progrès n'est pas venu du capteur, mais des algorithmes. Ça, faut le savoir. Bon, alors, c'est bien, mais la photographie, c'est pas bon de la science, si on veut. Alors, en médecine, qui n'était pas de la science non plus, certaines parties si, d'autres parties non. Maintenant, regardez ce que c'est qu'une opération de routine. Ici, c'est pris dans une clinique à Saint-Denis, donc ce n'est pas de la science-fiction. Saint-Denis, c'est le 9-3, comme on dit à Paris. Là, vous avez donc un scanner. C'est un scanner à émission de positrons et un scanner rayons X, donc un objet de physique sophistiqué, dont les gens pensent que quand ils vont dedans, l'image qui ressort, qui est par exemple là, elle vient de la physique. Absolument pas. La physique fabrique des données bruitées, compliquées, etc. Et l'image, elle est faite par des algorithmes. Maintenant, le prix d'un appareil, c'est à moitié les algorithmes, à moitié la physique. Bon, alors donc le chirurgien opère sur l'écran, il ne regarde pas le patient, il ne peut pas le regarder parce qu'il est rentré par le fémur pour aller opérer le cœur, donc il ne peut pas le regarder. Et voilà par exemple une photo prise avec un téléphone d'un écran pendant une opération du cœur standard, où la personne est opérée, arrive le matin à 8h du mat et repart l'après-midi à 3h avec le cœur réparé. Avant, il fallait juste ouvrir le sternum. Hein. Et donc ici, vous voyez deux images, une qui est prise par le PET scan, là, et l'autre qui est prise de l'intérieur du cœur par des échographies, donc un mélange de physique et d'imagerie, et d'algorithmique. Là, vous voyez en réalité virtuelle la sonde qui est à l'intérieur. On surajoute réalité virtuelle les endroits où le chirurgien doit taper, et ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. Ça, c'est de la routine de tous les jours dans une clinique normale. Donc, c'est un énorme changement. Donc, la médecine bouge beaucoup. Alors, on peut aller beaucoup plus loin que tout ça. Et voilà là où ça commence à devenir vraiment intéressant. Les limites de la physique
sont embêtantes. Par exemple, quand vous faites de la macrophoto, vous voulez photographier une mouche, ben vous avez le choix entre la tête et les fesses, hein, pour la netteté. C'est comme ça, la macrophoto. Et ben voilà. Alors avec de l'informatique, ben, vous en foutez complètement. Ce que vous faites, c'est que vous prenez 6 images, alors tous les appareils font ça, hein, vous prenez 6 images en décalant progressivement la mise au point physique, et vous lancez de très jolis algorithmes, pas du tout faciles, qui vont vous fabriquer une seule image absolument nette d'un bout à l'autre du spectre à partir de ces 6 images. Bon, ça a mis du temps à faire, mais regardez par exemple, un des meilleurs appareils photo disponibles, c'est le téléphone. Or, un téléphone a un capteur minuscule et un objectif minuscule. Le capteur est vraiment pas de bonne qualité, pourtant les photos sont excellentes. Cherchez donc à comprendre. Ben, un téléphone, ça ne prend pas une photo, ça en prend plein et ça fait ça sur plein de photos. Ça mélange plein de photos. Si vous savez ce que c'est qu'un rapport signal-bruit, ben, c'est un moyen de réduire le rapport signal-bruit. Et ça fait, mais ces algorithmes sont extrêmement subtils. Ce qu'il y a de plus compliqué dans un téléphone et de loin, c'est l'appareil photo. Alors, bien évidemment, en médecine, on utilise ça en grand. Par exemple, voilà la médecine classique. On va faire un scan rayon X, on va faire un scan avec des produits de contraste pour voir les vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle un angio. On va faire une IRM de diffusion qui, elle, permet de voir les trajets des molécules d'eau. C'est un prodige de physique, encore une fois. On va faire de la spectroscopie, on va faire de l'IRM fonctionnel qui permet de mesurer en temps réel la consommation de glucose. Et avant, ben, les médecins, ils avaient à regarder des planches 2D par centaines. Par exemple, une radio de corps humain, c'est à peu près 1000 images. Alors pour un chirurgien, regarder 1000 images, c'est pas terrible, hein. Et en plus différentes, hein, pas recalées entre elles. Donc pour un homme, c'est impossible. Pour un algorithme, ben, ça sert à fabriquer de la 3D et à mesurer automatiquement, par exemple, le volume d'une tumeur. Ça, c'est les algorithmes. Donc les algorithmes font des choses qu'on ne peut pas faire avec de la physique, ni avec des hommes. C'est ça le principe qu'on va déployer dans tout l'exposé. Évidemment, c'est un progrès majeur du diagnostic médical et maintenant, en plus, les analyses, par exemple, de tumeurs de la peau ou de tumeurs du sein, etc., les algorithmes de traitement de données en deep learning deviennent... alors pour la peau, il y a longtemps qu'ils sont meilleurs que les hommes, mais pour la mammographie, ça devient comparable. Mais ils ont un avantage, c'est qu'ils ne fatiguent pas. La cartographie, bon, ça c'est très ancien, ça, fabriquer des cartes à partir d'images satellites de photos en mélangeant des tas d'informations. Donc ça, c'est un endroit de montagne que je connais, mais c'est une photo prise d'avion, là où aucun avion n'a jamais pris de photo. C'est une photo complètement synthétique, complètement algorithmique, mathématique, et dépendant de tas de renseignements pris par des gens divers à diverses périodes. Bon, ça c'est bien, on est habitué à voir ça sur nos téléphones, mais en science, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait beaucoup plus. Ça, c'est par exemple une carte des trajets des fibres nerveuses à l'intérieur du cerveau. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a 15 ans, ça. Et donc ça, c'est un mélange, encore une fois, de physique, IRM des diffusions et d'une algorithmique absolument sérieuse et difficile. Donc la notion d'atlas, elle s'étend maintenant au corps humain. L'anatomie est complètement changée. Avant, c'était des planches. Maintenant, c'est de la 3D ou de la 4D. C'est comme ça. Et puis, ça peut même être statistique. C'est-à-dire, ici, vous avez les lignes, ce qu'on appelle les lignes sulcales, les sillons du cerveau, qui sont assez caractéristiques de la forme du cerveau. Et là, on a la variabilité statistique suivant les individus. Et par exemple, maintenant, quand on étudie un cerveau, on va le calibrer par rapport à des cartes statistiques pour personnaliser des traitements. Donc ça, c'est devenu complètement standard et c'est la médecine algorithmique, une partie de médecine algorithmique. Mais on va le voir dans les autres sciences, sachant que la médecine devient scientifique en partie à cause de ça. Donc, Eugène Wigner avait écrit « La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature ». C'est une phrase célèbre. Alors pourquoi? Parce qu'on peut observer avec des instruments, on peut modéliser par mise en équation, ça c'est l'apport fondamental des mathématiques, et résoudre ces équations ou pas d'ailleurs, mais enfin les étudier. On peut calculer mathématiquement avec du raisonnement logique, avec des tas de moyens de calcul, dont les ordinateurs vus alors à cette époque-là comme des outils de calcul, ce qui était vrai, et puis validés par l'observation, etc. Donc c'est le schéma scientifique du XXe siècle qui a fait ses preuves. Alors, il y a une petite arnaque dans ce que dit Wigner, c'est que ça marche pour la physique, mais ça ne marche pas pour les autres sciences. Par exemple, en biologie, désolé, ce principe-là, il n'existe pas. Les mathématiques ont très très peu pénétré la biologie.
Alors, Einstein disait aussi, ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Mais encore une fois, il parlait de le monde, c'était quand même les années de la physique. C'est-à-dire que le monde, c'était la physique. Et le vivant, à part Schrödinger, qu'on a pas mal parlé, les autres, ils n'en parlaient pas. Le vivant, c'était un truc bizarre, c'était aux frontières des sciences. Ben maintenant, le vivant, c'est une des très grandes sciences, bien sûr. Alors, la conjecture que je vais vous montrer, c'est que ça va être vrai maintenant dans toutes les sciences, y compris les sciences du vivant, avec le couple maths-info. Et pas seulement les maths, parce qu'on peut faire en info des tas de trucs qu'on ne fait pas en maths, on va le voir. Ça ne rend pas du tout les maths inutiles, hein, bien au contraire. La simulation, c'est évidemment quelque chose de très connu. On va essayer de reproduire les phénomènes sur ordinateur pour mieux les comprendre. C'est une instance de la phrase de Feynman qui n'était pas à propos de ça, mais qui disait « ce que je ne peux pas construire, je ne peux pas le comprendre ». Donc la simulation, ça sert à comprendre les choses sans les construire. Et ça, c'est extrêmement utile. Donc, évidemment, on utilise plein de maths. Ici, vous en avez beaucoup. Hélène, par exemple. Mais il y en a partout dans le monde. Du logiciel, des supercalculateurs, enfin, tout un tas de choses. Ça, c'est classique. C'est la simulation physique, en gros. Ça marche très bien. Alors, enfin, c'est pas facile, hein, parce qu'on s'attaque à des problèmes un peu durs, comme le climat. Hein, c'est pas fini, ça. Et voilà. Et par exemple, aussi, en astronomie, ben, on simule des collisions de galaxies. Alors la collision de galaxies, c'est un phénomène assez intéressant. Donc là, c'est comment se forment les galaxies, comment elles se tapent dedans, etc. C'est assez intéressant de le simuler parce que ben, c'est assez difficile à expérimenter au labo, pour tout dire. Hein. Ils ont beaucoup de budget, les astronomes, mais ça, non. Et c'est très important parce que c'est ça qui nous a créé, c'est le fondement de l'univers et tout. Et on peut vérifier. La simulation, il faut se méfier. Il y a un proverbe américain très pragmatique qui dit « Attention, on ne trouve jamais de pétrole en forant la carte. You don't find oil by drilling the map. Hein, » Et ça, c'est vraiment important. La simulation, c'est pas la réalité. Mais on peut comparer la simulation à la réalité, même en astronomie. Parce que ce qu'on voit là, vous voyez, ça devient assez horrible au bout d'un moment, ce qu'on voit là, on peut le voir dans différentes parties du ciel, pas en même temps, mais dans différentes parties du ciel qu'on sait dater. Et donc, c'est un outil de première importance pour les astronomes. Alors, c'est un peu pareil pour les médecins. Si on a ici une maladie du cœur qui s'appelle la tétralogie de Fallot, c'est chez les enfants, ça se produit, c'est pas rare. Et vous voyez, le cœur, il ne va pas très bien marcher là. Hein. Et donc, la chirurgie, son boulot, c'est faire un peu comme l'informatique, c'est couper-coller. C'est l'opération de base de la chirurgie, je coupe, je colle. Et il faut savoir où couper. Comment est-ce qu'on sait où couper pour un chirurgien? Eh bien, c'est très difficile. Alors, il faut déjà retrouver son souris pour un informaticien. On va y arriver, elle est là. Eh bien, on va faire des simulations. On sait simuler le cœur. Il y a eu des très grands projets là-dessus. C'est très difficile. On progresse beaucoup dans la simulation du cœur. Et on peut calculer en simulation, de façon approchée, mais bien meilleure que ce qu'on faisait avant, le rendement de l'opération. Donc, ça, c'est les rendements, la fraction d'éjection. Donc, le bleu, c'est le mauvais, et du jaune au rouge, c'est ce qui est bon. Et on voit qu'on peut gagner énormément. Et ça, c'est des choses qui sont maintenant standards en médecine. Donc, ça, c'était tout à fait impossible avant. Ça peut être extrêmement compliqué. Par exemple, simuler les valves du cœur, ça, c'est un problème qui reste très, très dur. Bon, c'est un vieux film, mais c'est simuler les valves du cœur. C'est vraiment un problème tout à fait difficile, hein, parce que c'est même pas un liquide, c'est une espèce de pâte bizarre qui s'appelle le sang. Bon, enfin, c'est dur. Mais c'est quoi la simulation? La simulation, en fait, c'est un truc très simple. C'est d'enlever toute la matière du système, enlever toute l'énergie du système et remplacer ça rien que par de l'information. Dans une simulation, la seule chose qu'il y a, c'est de l'information. Donc on enlève toute la physique du phénomène pour la remplacer par des calculs sur l'information. Après, c'est à nous d'interpréter. On remplace les lois de la nature par des algorithmes. Eh oui, c'est assez marrant parce que dans une simulation, on n'a pas une vision statique des lois de la nature comme dans Newton. F égale m gamma, E égale mc2, bon, c'est gentil, mais là, on les fait bouger, ces lois. Hein. Donc on leur donne la dynamique algorithmique. On remplace le temps physique par le temps de calcul. Ça, c'est le plus important. Ça veut dire qu'il n'y a aucun rapport entre le temps de la simulation et le temps du phénomène. Donc, quand on simule des galaxies, qu'est-ce qu'on fait? On simule rapidement des phénomènes lents. Quand on simule des repliements de protéines, ce qu'on va faire tout de suite, on simule lentement des phénomènes rapides.
Replier une protéine, ça prend entre quelques microsecondes et quelques millisecondes, c'est complètement critique. Les protéines sont fabriquées linéairement, et c'est la façon dont elles se replient et dont elles vibrent qui fait leur fonctionnalité. Donc maintenant, on commence à étudier ça sérieusement. Puis on peut faire de la simulation en temps réel, par exemple quand on pilote un avion ou à l'auto-école, maintenant on fait de la simulation en temps réel. Donc il n'y a plus de matière dans une simulation. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut de la matière et de l'énergie pour simuler. Celle des ordinateurs et celle de nos cerveaux aussi d'ailleurs. Mais elles sont universelles, c'est-à-dire un seul ordinateur peut simuler n'importe quel phénomène, qu'il soit physique ou biologique. La machine est universelle. Et ça n'existait pas. Mais est-ce qu'on ne fait pas bien plus à l'heure actuelle si, par exemple, de dire que des lois on essayait toujours d'expliquer les lois de la nature par des équations. Est-ce que c'est la seule méthode? La réponse est non. Il y a d'autres méthodes qui ne déplacent pas les équations, qui restent toujours là. Un truc très intéressant, par exemple, c'est ce qu'on appelle les automates cellulaires. C'est quelque chose de très simple. Ça permet d'étudier des choses comme, enfin ça et des variantes d'autres types, ça permet d'étudier les mouvements de foule, les bancs de poissons, les oiseaux, les tas de choses comme ça, sur lesquelles on ne savait rien dire avant. Maintenant, on sait dire énormément de choses là-dessus, avec des maths marrantes qui ont été très transformées par l'informatique, en particulier parce qu'elles sont validées par des simulations. Alors, je vais vous parler des dunes. Les dunes, c'est un exemple très très joli parce que les modèles continus des dunes, les modèles classiques des dunes, quand on les fait tourner, ben, ils ne fabriquent pas des dunes. Ils fabriquent des trucs qui ressemblent vaguement à des dunes, mais qui n'ont pas la tête de dune. Tandis que là, on va fabriquer des dunes qui ont vraiment la tête de dune. Enfin, c'est l'équipe de Clément Narteau à l'Institut de physique du globe de Paris. Donc des dunes, on sait qu'il y en a toutes les sortes dans la nature. Il y a des dunes comme ça qui s'appellent des barkhanes. Il y a des dunes de cette forme-là. Il y a des dunes en long. Ça dépend du vent, du sable, des choses comme ça. Et puis il y a des dunes en étoiles qui se forment quand les vents changent à plusieurs directions préférentielles. Alors comment est-ce qu'on peut les simuler? Eh bien, un automate programmable, c'est juste de découper l'espace, le volume en petits cubes, si on veut, mais ce n'est pas des cubes de sédiments, c'est des cubes contextuels, hein, ce n'est pas des grains de sable. Hein. Donc on fait un modèle 3D, puis on va dire que chaque cube peut avoir 3 états. Soit c'est un sédiment qui ne bouge pas, soit c'est de l'air, soit c'est un truc qui est en train de bouger, un sédiment qui est en train de bouger, rouge. Noir, c'est un truc posé qui ne bouge plus. Bleu, c'est l'air, et rouge, c'est bon, il y a juste 3 états par case. Et on va faire évoluer ça. Donc il y a des lois très simples, toutes bêtes, c'est des lois de gamin. Hein. Les lois de déposition, quelque chose qui est en train de bouger, il peut s'arrêter, de rouge à noir. Quelque chose qui est en train de bouger, qui se tape dans un noir, il peut s'arrêter, dans les deux sens. Érosion, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui était fixe, il peut devenir prêt à bouger. Ça veut dire quelque chose qui était fixe, il peut devenir prêt à bouger, dans le sens du vent, pas dans le sens contraire au vent. Ensuite, il y a le transport, ça s'alterne avec l'air, c'est-à-dire ça peut bouger avec l'air, mais pas à la même vitesse. Il y a la gravité, ça tombe par terre, et la diffusion, c'est que ça peut glisser par terre de droite à gauche. On donne des lois, et ces lois ont chacune des probabilités. Ok, alors ces probabilités, justement, c'est elles qui vont déterminer le type de dune, et c'est la caractéristique du phénomène. Donc ça ne ressemble pas trop à des équations. On peut toujours leur donner la tête d'équation, mais c'est très artificiel. Alors, et puis il faut rajouter un truc, c'est les avalanches. On ne peut pas faire des tas de sable trop haut. Vous voyez, ça c'est trop haut, ça va tomber, ça va provoquer d'autres avalanches. C'est des petites lois très locales. Donc les lois sont uniquement locales. Et la simulation va consister à prendre un cube et à tirer au sort la loi et à le faire. Et à itérer ça jusqu'à plus soif. C'est très bête, hein? Et le résultat est quand même assez intéressant. Par exemple, on peut faire bouger un sédiment comme ça. D'abord, on le rend mobile, ensuite on le soulève, et après on le transporte là-bas et on le repose. Voilà, donc c'est ça qui va se faire. C'est pas plus que ces opérations-là. Donc c'est un petit jeu pour gamins. Et le résultat, voilà les dunes réelles, voilà les dunes simulées. Voilà, par exemple, les barkhanes. On prend un tas de sable, on souffle dessus un vent constant, et ça va fabriquer ça avec les petites dunes. C'est vraiment ce qui sort de la simulation. Et quand on prend des photos de barkhanes, c'est très 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 proche, parce que les coefficients étaient bien réglés. Puis on peut jouer à des jeux qu'on ne peut pas faire dans la nature. Par exemple, si on veut regarder ce qui se passe si on a 2 tas de sable, ça c'est, mettons, 2 petites dunes séparées, qu'est-ce qui se passe s'il y en a une qui est devant l'autre et une sur le côté? On va colorier les grains de couleurs différentes, et puis faire tourner l'algorithme.
Et on voit quelque chose qui est très difficile d'observer dans la nature. Après coup, c'est plus facile d'ailleurs, mais avant coup, non. C'est que c'est très différent. Il y a la première, les deux dunes se mélangent, mais pas complètement de façon bizarre. Là, les dunes secondaires, c'est très mélangé, mais les premières, vous voyez que le début est blanc, là, il y a un grand trou noir, etc. Et c'est des phénomènes de physique qu'on ne peut pas observer avec des équations. Et puis, si c'est sur le côté, les dunes ne se mélangent pas du tout, sauf celles qui sont derrière qui se mélangent. Donc ça, c'est un travail très très joli. Alors, il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Et les dunes de l'étoile, c'est la première fois qu'on a su les simuler. Avec les modèles continus, c'était pas faisable pour l'instant. Alors, ça pose une question, ça. En physique, on apprend depuis toujours aux gens à travailler avec les nombres réels. Alors, on a un problème en informatique, c'est qu'il n'y a rien qui existe moins que les nombres réels. Les nombres réels sont les seuls nombres qui n'existent pas. Ils ne sont pas calculables. Ils ne correspondent absolument pas à une notion naturelle de nombre, en dehors de leurs propriétés mathématiques. Donc pourquoi est-ce il faut faire la physique avec? C'est une question assez difficile. Par exemple, on dit on va les transformer en flottants. Alors il n'y a strictement aucun rapport entre les flottants et les réels. Hein. Je pense que les gens qui ont fait du flottant dans cette salle et qui se sont plantés le savent. Ils n'ont rien à voir avec la physique. Les flottants, ça n'a rien à voir avec la physique, c'est un problème de calcul. Puis il y a un grand principe de la physique, fondamental, un des principes les plus fondamentaux de la physique, que je ne vais pas expliquer ici, qui est que tout volume fini ne peut contenir qu'une information finie. C'est un principe absolument fondamental de la physique, qui est violé dès qu'on parle d'un seul nombre réel, qui a une quantité infinie d'informations. Donc, ça pose une question intéressante, c'est est-ce qu'on peut faire de la physique sans nombre réel, juste avec des nombres entiers? Et la réponse est, il y a pas mal de gens qui essayent, en particulier les gens de la physique fondamentale qui font, par exemple, de la loop quantum gravity, Carlo Rovelli à Marseille, ou de la théorie des cordes. Eux pensent que le monde est fondamentalement discret, que le temps et l'espace sont discrets, et que donc il faut faire de la physique sans nombre réel, ou utiliser le continu comme une approximation du discret, au lieu de faire l'inverse comme d'habitude. Bon, je pourrais vous montrer, par exemple, les transformations d'Einstein, la transformée de Lorentz en relativité. Ça se fait très bien avec des automates cellulaires. C'est pas simple, mais bon, ça n'a jamais été simple, la physique. Hein. Alors, les instruments aussi, ça s'informatise. Vous avez ici un scanner. Je vous ai dit qu'un scanner, c'est un MRI, pardon, une IRM, on dit en France. On dit imagerie par résonance magnétique. On a enlevé nucléaire parce que ça faisait peur aux gens, mais c'est vraiment nucléaire, on n'y peut rien. Et ça, c'est un objet d'hélium liquide, de physique dément, de trucs complètement déments, et d'une quantité hallucinante d'informatique. Les séquenceurs d'ADN, c'est pareil, c'est un gros mélange d'informatique et de biologie. Les robots, évidemment, personne n'en parle jamais. Le jour où ma médaille d'or a été annoncée au CNRS, je suis allé chez Mathieu Vidard à La Tête au Carré, qui est une émission formidable, et c'était le jour où Philae s'est posé sur la comète Chury. Et il parlait de Philae, le miracle de la physique. Je lui ai dit, mais attendez, vous vous rendez pas compte comment il a fait pour arriver sur ce machin? Hein? C'est pas à côté de Chury, puis c'est minuscule, et il s'est posé dessus. À votre avis, c'est la physique qui fait ça? Non, c'est l'informatique. Enfin, c'est le mélange des deux. Bien sûr, personne n'en parle jamais. Personne ne sait que ça existe, mais c'est comme ça. Les astronomes sont vraiment forts parce que, par exemple, à l'heure actuelle, un interféromètre, ça demande un supercalculateur. Et ils préparent un tableau, une grille kilométrique de 1 km par 1 km d'antenne, dans je ne sais plus, des micro-ondes, je crois, pour étudier vraiment des trucs qu'ils ne voient pas dans le ciel. Et ce seul instrument va produire en une journée plus d'informations qu'il n'y en a dans l'intégralité du web. Donc ça va pour dire ça en une journée. Hein. Donc là, si on n'a pas de l'informatique de grande course derrière, ça ne va pas marcher. Mais ils le savent, ça, les astronomes. Et il y a longtemps qu'ils sont au point. Puis on a des instruments purement mixtes. Celui-là est très intéressant. Vous voyez, ça c'est la vue d'une étoile ou d'une galaxie par une lentille gravitationnelle. C'est-à-dire, vous cherchez des galaxies qui sont au fond derrière, on ne les voit pas, mais dont la lumière est masquée par une galaxie, pour un amas de galaxies très massif devant. Donc, comme les rayons lumineux sont courbes, l'image de ce qui est derrière est complètement distordue comme ça.
comme si on prenait Docet Omnia, là, on enseigne tout, la devise du Collège de France, et qu'on la regardait à travers une grosse masse et qu'on applique les équations de la relativité générale, on voit que la lumière prend cette forme-là. Et pour les astronomes, c'est un instrument absolument fantastique, parce que ça permet de voir des tas de choses qu'on ne voit pas du tout autrement. Et seulement le problème, c'est que ce n'est pas un instrument direct. Regarder l'image n'apprend rien. Ce sont les algorithmes appliqués à l'image qui permettent de comprendre l'image. Donc les astronomes, maintenant, ils passent leur vie, avant ils regardaient le ciel, maintenant ils passent leur vie à programmer et à regarder leur écran d'ordinateur. C'est comme ça. En biologie, alors la biologie était extrêmement peu touchée par les maths. Il y avait très peu de maths en biologie. Et maintenant, on voit que ça change beaucoup avec l'informatique et les maths aussi d'ailleurs. Si vous reprenez ce dessin-là qu'on avait tout à l'heure, vous allez voir que la biologie, c'est pareil. Pourquoi? Vous avez les données, par exemple l'ADN, il y en a des tas d'autres. Hein. Mais par exemple l'ADN, une longue chaîne de ATCG, on appelle ça ATCG, donc c'est marrant, mais il n'y a pas marqué ATCG dans l'ADN. Mais nous, on travaille avec ATCG parce que ce qui nous intéresse, c'est l'information de l'ADN. Aussi sa forme, mais ça c'est un autre sujet, qu'on traite aussi en informatique, on va le voir. Puis dedans, il y a des langages dans l'ADN, il y a les gènes, il y a l'épigénétique, il y a tout un tas de langages, il y a les méthylations, il y a tout un tas de langages extrêmement compliqués. C'est-à-dire que ce n'est pas juste du brut ATCG, c'est organisé. Et puis alors, les biologistes ont toujours des mots extraordinaires. Ils disaient il y a les gènes, puis il y a le junk ADN. Le junk ADN, c'est l'ADN poubelle, ils disaient. Maintenant, on s'aperçoit que l'ADN poubelle est absolument aussi fondamental que l'autre, mais pas pour les mêmes choses. Il y a des machines. Alors, il y a une machine absolument fantastique qui s'appelle la cellule, qui est vraiment un truc bien foutu, horriblement compliqué, sur lequel on ne sait pas encore grand-chose, mais quand même. Et puis, vous avez l'interface. Hein. Donc, l'interface d'entrée, c'est le soleil et le sandwich, en gros, suivant que c'est des végétaux ou des animaux. Et puis, l'eau, bien sûr. Et puis, vous avez en sortie des trucs intéressants comme la reproduction, on ne sait pas trop faire ça en physique, et l'ATP qui nous fait bouger, enfin, ces petites molécules merveilleuses. Donc, vous avez des interactions très subtiles entre biochimie, physique, calcul, etc. Mais une cellule, c'est un énorme ordinateur. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça calcule dans tous les sens, une cellule, de tout. Et il y a plein de façons de voir ça, mais je ne vais pas étudier le calcul. Mais vous avez la même chose dans le cerveau. Vous avez la même image. Vous avez l'interface, ça c'est nos sens. Là, j'en ai mis 3, mais il y en a d'autres, non 4 avec le toucher. On a beaucoup plus de sens que ça. Hein. On a par exemple le sens de l'équilibre, dont personne ne parle jamais, mais enlevez-vous le sens de l'équilibre, vous allez voir si ça ne sert pas à quelque chose. Et puis vous avez encore une fois des données qui sont par exemple les spikes dans les neurones. C'est une des grandes façons, je ne sais pas si c'est la seule, mais c'est la façon numéro 1 dont communiquent les neurones entre eux. Vous avez des algorithmes plein de cerveaux, vous avez des langages qu'on ne connaît pas encore trop, vous avez cette machine-là. Pour montrer qu'il y a des algorithmes plein de cerveaux, il faut comprendre une fois pour toutes que nous ne voyons rien, que l'image que nous voyons, parfaitement nette, parfaitement en couleur, elle est totalement bidon et totalement reconstruite par des algorithmes. C'est facile à voir. Nous ne voyons les couleurs que sur un angle de moins de 20 degrés et nous ne voyons net que sur un angle de 6 degrés. Donc tout ce que vous avez là, c'est de la reconstruction algorithmique. Tout ce que vous avez autour, vous voyez des couleurs sur le côté, désolé, votre œil ne les voit pas. C'est votre cerveau qui les met parce que ça l'arrange d'avoir une image. Puis quand vous bougez comme ça, puis vous avez un gros trou dans l'œil qui est le nerf optique, qui lui ne voit rien du tout parce qu'il n'y a pas de capteur. Pourtant, vous n'avez pas de trou dans votre image. Ben oui, elle est bouchée algorithmiquement. On sait beaucoup de choses là-dessus maintenant. Et j'ai beaucoup travaillé avec des magiciens, par exemple, qui savent énormément de choses sur comment vous faire croire que vous voyez quelque chose alors que c'est absolument pas vrai que vous le voyez. Et ils savent vraiment faire ça très bien et c'est très rigolo. Donc voilà, alors je ne vais pas parler de ça parce que c'est encore un autre exposé, mais c'est vraiment important. Et puis évidemment, il y a les algorithmes absolument dans tous les coins, par exemple dans la croissance du cerveau, dans l'apprentissage des notions dans le cerveau, c'est entièrement plein d'algorithmes, couplés avec de la physique, de la chimie et de la biologie qu'on ne comprend pas très bien. Il y a du boulot pour assez longtemps, et maintenant c'est peut-être la première fois au XXIe siècle qu'on arrive à avoir des moyens d'essayer de comprendre. Ça va prendre longtemps. C'est-à-dire que ces sciences-là sont à peu près dans l'état de la physique en 1850. C'est chouette, c'est le bon moment pour travailler ça. Voilà, alors, moi je dirais, en poussant les choses à l'extrême, on pourrait poser des choses comme ça.
Jusqu'où est-ce qu'on peut oublier les détails des molécules et de leurs interactions pour se concentrer seulement sur l'information qu'elles portent et les calculs qu'elles font? Est-ce qu'on peut voir le vivant comme un système de calcul? Et ça, on sait que la réponse est oui, mais que ce n'est pas très facile. C'est très important parce que les biologistes ont beaucoup de mal avec ça. Hein. Moi, je dis toujours, on reconnaît il y a deux populations scientifiques très faciles à reconnaître, c'est les matheux et les biologistes. Donc les matheux, quand on ne parle pas de maths, ils dorment, ça c'est l'abstraction numéro 1. Et les biologistes, quelle que soit la discussion, la réponse est c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il faut essayer la science, ça essaye quand même, mais c'est normal, c'est vrai ce qu'ils disent, c'est vrai. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais d'un autre côté, c'est en simplifiant qu'on comprend. Si on avait laissé la physique dans l'état, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'aurait pas été très bien. Alors, il faut se rappeler d'un truc. Si vous voulez comprendre comment marche un circuit électronique qui est fait avec des transistors, si jamais vous voulez faire ça, surtout, ignorez ce que c'est qu'un transistor. Ça n'a rien à voir avec le sujet. D'accord? Le transistor n'a rien à voir avec le calcul que fait le circuit. Donc si vous savez tous les détails du transistor, vous êtes mal parti pour comprendre ce que c'est qu'un circuit électronique digital. Alors on peut faire beaucoup de choses. Évidemment, il y a énormément de calculs sur l'ADN. Hein. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, il y a Craig Venter, qui avait été le premier à décoder le génome humain, qui a décidé de fabriquer un organisme synthétique. Donc ils ont décidé de fabriquer un ADN de bactéries à partir de produits du commerce. On achète de l'ATCG, on les recolle, pour faire une chaîne qui n'est pas très longue, c'est un ADN de 200 000 de long. Enfin, fabriquer une chaîne de 200 000 à partir des lettres, avec de la biologie dans les tubes à essai, c'est pas très simple. Et d'ailleurs, lui, il dit, il faut énormément d'informatique pour faire ça. Et donc, ils ont réussi à fabriquer cet organisme et à prendre cet ADN, dans lequel ils avaient ajouté tous les noms des gens qui faisaient l'expérience. On a écrit en ATCG pour être sûr qu'en séquençant, c'était bien le bon après. Ils l'ont injecté dans une levure, et avec aussi un truc qui allait tuer l'ADN de la levure elle-même. Et la levure s'est transformée en reproductrice d'ADN de bactéries. C'était assez intéressant. Ça c'est typiquement des mélanges d'informations. Donc le vivant, la levure était transformée en bactérie, elle n'était pas au courant. Hein. Elle n'avait pas besoin d'être au courant parce qu'elle ne savait pas qu'elle était une levure. La géométrie de reproduction de protéines, je vais en parler. Les réseaux cellulaires, je vais en parler un peu. Et là, ça, je ne vais pas en parler, mais la morphogénèse, la croissance vue algorithmiquement. Il y a un prof qui s'appelle Denis Duboul au Collège de France, qui est tout à fait extraordinaire, qui travaille sur la croissance, hein, la morphogénèse, en particulier des embryons. Il faut quand même savoir que le grand créateur de cette discipline biologique absolument fondamentale s'appelle Alan Turing. C'est Alan Turing qui a créé cette discipline en se demandant en 1952 pourquoi est-ce que les léopards ont des taches et les tigres ont des rayures. Et il a fait un modèle mathématico-informatique qui a montré que c'est comme ça dépend juste de deux concentrations et que ça fait des taches ou des rayures suivant comment ces deux concentrations sont gérées. Et donc ce papier est totalement fondateur. Dans Alan Turing, il a fait, comme dit Alain Prochian, qui est justement un des grands de ça, il avait un H-index de 3. Hein. Il a fait 3 papiers, un qui a créé l'informatique, un qui a créé une grande branche de la biologie et un qui a créé l'intelligence artificielle. Bon. Mais un H-index de 3, on peut quand même être pris quelque part avec. Voilà une molécule intéressante, c'est la RNA polymérase, donc c'est celle qui fabrique l'ARN à partir de l'ADN, donc c'est pas tout à fait rien comme molécule. Vous voyez que c'est quand même un peu le bordel, hein. Et ça, alors c'est quoi ça? C'est de la dissection physique couplée avec de l'informatique reconstructrice. Et maintenant, on étudie les géographies de ces molécules. Et par exemple, on regarde comment elles se replient, et c'est assez difficile à voir en temps réel comment elles se replient. Par contre, ça peut se voir, donc je vais vous passer deux films là, assez différents. Là, c'est une petite protéine qu'on va voir se replier, et là, c'est une plus grosse. Et vous allez voir la notion de degré d'abstraction qui est critique en informatique et qui n'est pas très présente en biologie. Ouais, le son... oubliez le son. Ça, c'est pas moi, ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Celle de gauche, là, elle est en train de vibrer, elle est dans un état instable, et c'est l'agitation thermique qui va la faire basculer, avec une certaine probabilité. Et celle-là, ici, on la simule de façon intéressante, c'est-à-dire avec des degrés d'abstraction différents.
et en la coloriant pour dire bah, ça c'est un phénomène qui m'intéresse. Il n'y a pas ça dans la molécule, ce truc jaune, mais c'est ça qu'on a envie de voir. Donc ça c'est des choses qui sont tout à fait extraordinaires. Et ça c'est Hélène qui m'a laissé le son. Hein. Bon, je vais le laisser finir. Alors ce qui est assez intéressant, voilà. Ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est justement le fait qu'on ne simule pas tout. Qu'on va essayer de simuler que les phénomènes importants. Et vous voyez, vous avez des noyaux benzéniques, là, vous avez des tas de molécules bizarres, et puis là, votre protéine a pris sa forme. Ça, c'est absolument fondamental. Alors, il y avait un projet qui s'appelait SETI Atom, peut-être vous l'avez connu, dans lequel vous pouviez donner votre ordinateur à une communauté qui cherchait des extraterrestres dans les signaux. Moi, j'ai jamais fait parce que j'ai jamais pensé qu'on avait une chance de trouver des extraterrestres qui nous causent. Soit ils sont très intelligents et ils vont surtout pas nous causer, soit ils sont pas intelligents et ils vont pas nous causer non plus. Donc, maintenant, vous pouvez vous inscrire pour plier des protéines avec vos ordinateurs. Donc, il y a des millions d'ordinateurs dans le monde qui sont en train de plier des protéines en ce moment parce qu'il faut énormément de calculs pour plier ces protéines et que c'est un bon moyen de faire du travail collaboratif. Alors voilà une carte cellulaire, donc c'est ce qu'on appelle une carte de cône. Donc ça, c'est toutes les micro-réactions biologiques qui interviennent dans une cellule sur un seul objectif. C'est pour la gestion d'une seule protéine, ça. Hein. Donc c'est un énorme bordel. Alors il faut comprendre que en biologie, chacune de ces flèches, c'est plein d'expériences de tas de gens pendant très longtemps et tout. Donc la biologie, c'est une science qui ne va pas comme l'informatique, ça va très doucement parce que les expériences sont longues et chères. Mais maintenant, on sait modéliser ça très bien. Et pour l'instant, les biologistes, c'est ce qu'ils faisaient. Ils disaient, ben voilà, on dessine cette carte et puis on est épuisé. Alors maintenant, on dit, ben non, mais c'est plus ça qu'il faut faire. Maintenant, il faut les faire tourner algorithmiquement, ces cartes. Ça peut servir à simuler le fonctionnement d'une cellule en partie. Et le grand jeu, c'est de simuler la cellule. Bon, on n'y est pas. Hein. Mais on peut poser des questions aux cartes. On peut dire, par exemple, est-ce que c'est possible de faire osciller est-ce qu'il y a des paramètres qui permettent de faire osciller tel truc? Ça, c'est par exemple dans les horloges circadiennes. Hein, on essaie de comprendre comment marchent les horloges dans le cerveau. C'est plein d'horloges dans tous les sens. Hein. Il y a la 0,24 heures, mais il y en a beaucoup d'autres. Et on essaie de comprendre ça. Et c'est ce qu'on appelle la programmation par contrainte. On pose le problème, est-il possible de faire ça? Et il y a des algorithmes très malins qui permettent de résoudre, des fois, pas toujours, ce genre de sources. Et ça, par exemple, à l'Institut Pasteur, maintenant, c'est devenu un projet tout à fait important de faire ce genre de choses. On peut aussi calculer avec de l'ADN. Ça, c'est très rigolo. Alors, avec des brins d'ADN, je peux vous montrer après comment on fait des calculs. On peut faire, en fait, des machines de Turing avec des brins d'ADN, si on a envie. Et voilà un calcul, par exemple, très pertinent pour la biologie. Alors là, c'est des brins d'ADN, ça, normalement. Hein. Les opérations, ce sont des doubles brins d'ADN, et les signaux, c'est des simples brins. Et on peut faire des tas de machins. Par exemple, ici, on va faire un truc qui va élire la majorité, qui va tuer la minorité. Ça se trouve beaucoup dans les cellules, ça. Pas que dans les cellules, hélas. Et vous voyez, vous avez des X et des Y. Et il y a des lois, c'est X plus Y donne B plus B. Vous prenez un Y, X et Y, ça fait 2B. Et puis B plus X, ça fait X plus X. Y plus B, ça fait Y plus Y. Donc c'est des lois symétriques, mais si vous partez avec plus de X que de Y, à la fin, il ne restera que des Y. Et ça, ce sont des phénomènes qui se produisent effectivement dans les cellules, c'est des phénomènes de sélection qui se produisent et qui se modélisent. Et alors les machines mathématiques sous-jacentes, c'est un truc que j'ai fait avec Gérard Boudol en 89, qui s'appelle la machine chimique. Alors là, il ne va pas vous regarder. La machine chimique, ça s'appelle. Alors, autre cas, la modélisation des plantes. Alors les plantes, c'est plus facile à modéliser, quelque part, c'est plus simple. Mais par exemple, est-ce qu'on peut faire pousser un arbre en simulation? C'est vraiment une question intéressante. Alors là, il y a une équipe de Montpellier qui est très très forte là-dessus, qui le fait, et c'est aussi utilisé pour l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe quand on arrose une plante ou quand on ne l'arrose pas, ou suivant les rythmes d'arrosage? C'est des trucs qui s'étudient très bien, et avec des simulations qui ne sont pas forcément compliquées. Ici, alors on peut simuler ici la croissance d'un bourgeon terminal. Donc on voit que les cellules grossissent, et que c'est encore de la morphogénèse, hein, les cellules grossissent, et puis au bout
bout d'un certain moment, le taux d'une hormone qui s'appelle l'auxine augmente, et à ce moment-là, ça change de nature et ça va pousser, par exemple, une branche ou une pétale, suivant les cas, suivant les circonstances, et on peut simuler comme ça des plantes, et on peut simuler, par exemple, ici, une jolie simulation de la pousse d'un pommier. Alors, ce n'est pas des simulations réalistes, ça, c'est pas forcément important. On ne simule pas la croissance du tronc, mais vous voyez, le pommier va faire des feuilles, et puis la gravité va courber ses branches, et puis il va y avoir des saisons, etc., les fleurs, et puis ça grandit, et puis après vous allez avoir des fruits qui arrivent, et les fruits sont lourds, et les branches, ensuite il y a l'automne et tout. Donc on simule ça, et ça permet de comprendre beaucoup mieux les arbres. Vous pensez à Linné qui a fait des bouquins entiers, tous les entomologistes qui décrivent les arbres. Et à part de les décrire, ils disent rien dessus. Donc là, l'idée, c'est de les faire vivre, les arbres. C'est extrêmement différent. Et bien, on voit par exemple qu'on peut décrire 20 familles de pommiers avec à peu près 70 paramètres, dont 10 importants. Ça suffit pour décrire vraiment le look and feel des pommiers. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Alors bon, ça se fait avec 2 pages de code, hein, et un très très beau système qui est fait à Montpellier. Alors les maths, je vais terminer par ça. Alors les maths, c'est très rigolo, il y a des changements assez importants qui se font. Alors voilà Georges Gontier qui était thésard chez moi, ou l'inverse, j'ai jamais su. Et bon, c'est un premier prix des Olympiades internationales de maths, il ne faut pas être surpris. Et il avait montré, il a travaillé en 2005 sur le théorème des 4 couleurs. Le théorème des 4 couleurs, c'est un vieux problème de maths. En combien de couleurs faut-il colorier une carte pour que 2 pays qui n'ont pas de frontières communes autre qu'un point ne soient pas de même couleur? Et Guthrie, en 1852, avait montré qu'avec 5, c'était facile, avec 3, c'était pas possible, et la conjecture, c'était avec 4. On pensait que c'était possible. Il y a eu beaucoup de preuves fausses dans l'histoire par des grands mathématiciens, toutes validées par les référés, et toutes montrées fausses 20 ans après. Et en 1976, il y a deux matheux américains et informaticiens, Apple et Haken, qui ont fait une preuve. Donc, il y avait un papier de maths dans lequel ils montraient qu'il suffisait de se restreindre à, je crois, 1279 cartes finies. Et il y avait une étude sur ordinateur de ces cartes finies. Et là, les matheux ont dit, qui montraient qu'elles étaient toutes coloriables avec 4, donc c'était bon. Et les matheux ont dit, le papier de maths, il est référé, il n'y a pas de problème, mais les cartes sur ordinateur, ça, on ne peut pas vraiment y croire, ce n'est pas des maths. Alors, ce n'était pas faux, parce qu'à cette époque-là, c'était de l'assembleur sur des ordinateurs IBM qui n'étaient pas comme maintenant. Gontier a repris ça pour essayer de le faire preuve formelle en machine, c'est-à-dire 100% incontestable. En machine. La preuve n'est pas vérifiée par des hommes, mais par des ordinateurs. Donc le système utilisé s'appelle Coq, c'est un système français de Gérard Huet et Thierry Coquan au départ, qui est peut-être la plus grande victoire de la logique moderne depuis 50 ans ou 100 ans, et qui maintenant est utilisé pour énormément d'autres choses. Et alors, voilà ce que Gontier a découvert. Il y avait dans le papier des choses comme preuve omise, parce que évidente mais longue. Hein. Qui est-ce qui n'a pas écrit ça? Pas faire. Oh oui, ça c'est classique. On s'est aperçu que c'était juste pas vrai, que les preuves étaient juste fausses, et qu'en fait même les énoncés n'étaient pas justes. Mais enfin, c'était plus que douteux, quoi. Et donc il a remis ça tout droit. Et par contre, il n'y avait aucun problème avec les cartes finies qu'il a aussi améliorées. Donc ça a fait une grosse sensation, ça. C'était vraiment important. Il était chez Microsoft, d'ailleurs. Et ensuite, avec une équipe INRIA de Sofia et de Bordeaux, Pierre Castéran à Bordeaux, qui avait beaucoup développé sur Coq, et Hilberto à Sofia, et Laurent Terry et pas mal d'autres gens, ils ont pris en 2013 un théorème intéressant. C'est ce qu'on appelait le premier Monster Theorem, sur la classification des groupes d'ordre impair. Veit-Thomson Order Theorem, dont la preuve en version compacte condensée fait 255 pages de maths lourdes. C'est vraiment du sérieux. Je les ai vus bosser dessus dans mes 10 ans, mais vraiment du sérieux. Enfin, ceux qui ont fait la preuve en machine. Et maintenant, la preuve est entièrement vérifiée sur ordinateur, et ce qui est vérifié génère aussi du TeX, donc c'est une preuve tout à fait lisible, qui est même pas 2 fois plus grande que la preuve originale.
Donc ça a complètement surpris les gens. À Princeton, ils ont ouvert un grand labo entièrement sur ce sujet, en maths, hein, parce que maintenant, les maths, il y a des endroits, par exemple les fondations des mathématiques, même la théorie des ensembles, on comprend, la théorie des ensembles, c'est un truc qui est très, très mal compris, hein, contrairement à ce que les gens croient, et dans lesquels on ne peut aucunement faire confiance même aux mathématiciens. Donc c'était assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette preuve, qui est extrêmement compliquée, et enfin subtile, elle fait appel à un nombre de notions de maths gigantesques. C'est comme ça en maths, les tout petits problèmes font appel à des notions de maths gigantesques. Par exemple, en théorie des nombres, on va voir tout à l'heure, de tout petits minuscules problèmes qui s'expliquent à des enfants sont les maths les plus dures à l'heure actuelle quasiment. Et vous voyez, ils ont été obligés de construire une théorie totalement informatique, une représentation totalement informatique d'un très grand tableau de théorie mathématique avec des morphismes de catégories dans tous les coins, et de mettre tout ça en informatique pour arriver à faire ça. Et ça marche. Alors, plus récemment, il y a eu un truc assez rigolo. C'est la conjecture de Kepler. La conjecture de Kepler, 1611, c'est comment est-ce qu'il faut ranger les oranges ou les balles de tennis. Et la réponse qu'on savait, qu'on supposait vraie depuis Kepler, c'est qu'il faut faire comme l'épicier moyen. Il faut faire des piles, enfin c'est des hexagones avec des hexagones dessus, mais enfin faut faire comme vous feriez vous, quoi. Vous les rangez pour qu'elles se touchent toutes, et puis c'est bon. Comme les abeilles. Des hexagones. Bon, ben ça a été prouvé seulement en 2014. En 2003, c'était intéressant, Thomas Hales, qui a passé sa vie là-dessus, a fait une preuve avec des calculs polynomiaux monstrueux d'encadrement, de volume et tout, qui était fait en Mathematica, qui est un système de calcul mathématique. Je partage le bureau d'Alain Cohn, un des plus grands mathématiciens français de l'histoire, et lui, il ne travaille qu'avec Mathematica. Il dit qu'il n'y a aucun calcul dans mes algèbres, il n'y a aucun calcul que je peux faire à la main, c'est même pas la peine d'essayer. Donc, il avait ce qu'on appelle une preuve à 99%, c'est-à-dire, c'était bon en Mathematica, mais les gens disent, oui, mais Mathematica, c'est de l'informatique, hein, on ne peut rien en dire. Maintenant, c'est une preuve à 100%. Il a mis 11 ans à passer de 99 à 100, ça c'est les maths. C'est une preuve à 100%, c'est-à-dire que là, il n'y a vraiment plus de doute sur la preuve. Elle est logiquement vérifiée, étape par étape, de façon aussi stupide, enfin, elle est vérifiée par un ordinateur qui est totalement stupide. Quand j'enseignais aux 6-9 ans, je leur disais, vous allez voir, l'informatique, c'est très intéressant, ça consiste à faire des choses intéressantes à une machine qui est totalement stupide. Et je leur disais, à chaque fois qu'on faisait un truc, je leur disais, bon, vous allez essayer d'être aussi stupide qu'un ordinateur. Et ils me disaient, c'est trop difficile. Plus récemment, il y en a une vraiment que j'aime beaucoup. J'ai enseigné à Bordeaux. C'est la preuve du... Alors, il y en a plusieurs dans l'histoire, mais celle-là, c'est la preuve du théorème de Schur. Le théorème de Schur, c'est un théorème. Alors voilà les énoncés des théorèmes modernes d'arithmétique. On va colorier les entiers avec K couleurs. Bon, on prend K couleurs, nombre fini, et puis on colorie les entiers chacun d'une couleur. Bon, bleu, rouge, vert, jaune, etc. Et on se dit, est-ce qu'on peut colorier les entiers avec K couleurs de telle façon à ce que dans chaque couleur, il n'y ait pas un nombre qui soit la somme de deux autres? Ça veut dire si vous avez 7 et 4 plus 3, ils ne sont sûrement pas de la même couleur. Est-ce que c'est possible de colorier tous les entiers? Alors ça a été montré en 1900 quelque chose que non, mais si ce n'est pas possible, ça veut dire qu'il y a un plus petit entier entre n, tel qu'entre 1 et n, ben, à n on sait encore faire et à n plus 1 on ne sait pas, et le problème c'est de trouver cet entier. Et alors, on peut montrer donc que c'est très facile, alors à 4 ça a été fait à la main, c'est déjà l'horreur, mais à 5 c'était un problème ouvert. Combien faut-il d'entiers pour que si on les colorie avec 5 couleurs, on soit sûr qu'il y a forcément quelque part A égale B plus C dans une couleur? Ah bon, alors comment se fait la preuve de ça? Ça c'est marrant, c'est récent, et ça a beaucoup utilisé un système qui a été fait à Bordeaux, à la fac de Bordeaux, par Laurent Simon et Adhémar, qui s'appelle Glucose, qui est un peu le roi de tout ça. Eh bien, on va simplement transformer le problème en calcul booléen. Calcul booléen, c'est le calcul le plus mystérieux des mathématiques, celui sur lequel on sait le moins de choses, c'est donc le plus simple. Vous avez des valeurs de vérité vrai-faux, vous avez des opérateurs et ou non, et c'est tout.
puis des variables. Vous écrivez des formules, x et y ou z, etc. Et vous voulez juste savoir si vous pouvez donner des valeurs aux variables telles que cette formule soit vraie. Ça s'appelle le problème SAT. Pour ceux qui connaissent l'informatique, c'est le problème NP complet de référence. Donc c'est un problème sur lequel on sait, pour l'instant, nous n'avons pas d'algorithme non exponentiel dans le CalPIR. Et ce problème-là sert absolument à tout. Il est majeur dans l'industrie, les circuits par exemple et tout. Mais c'est très facile à faire. Là, on va dire je mets une variable par nombre et par couleur. Donc je dis j'ai 127 bleus, 127 rouges, 127 jaunes, etc. Et puis je dis simplement, j'énumère tous les triplets possibles A, B, C tels que A plus B égale C, entre 1 et n, il y en a un nombre fini, c'est très facile à énumérer, et j'écris pour chacun de ces triplets, eh ben, je demande à ce que la couleur ne soit pas la même pour les trois. Ça s'écrit avec des et, des ou, des x, des y et tout. Ça fabrique une formule de quelques dizaines de milliers de caractères, rien de bien compliqué qu'il faut résoudre. Et alors la preuve est assez intéressante. Donc la réponse est 161. À 160 ça marche, mais à 161 ça ne marche plus. La preuve est assez marrante. Donc il a fallu couper le problème en 10 millions de sous-problèmes qu'on pouvait traiter indépendamment. Chaque sous-problème a été traité sur un méga ordinateur. Ça a demandé 50 ans de CPU, ce qui n'est pas grand-chose à l'heure actuelle. Hein. Pour un physicien, 50 ans de CPU, c'est des clopinettes. Hein, mais pour un matheux, c'est un peu plus... Les matheux n'ont pas le même budget. Hein. Les physiciens ont des crayons et les matheux ont des crayons, comme on disait avant. Moi, c'était sur une machine à 1000 cœurs, donc 1000 cœurs de chaque cœur ayant chaque cœur ayant 2 threads, donc ça fait à peu près 2000 cœurs, donc ça va assez vite. La preuve fait 2,1 pétaoctets, c'est-à-dire 2100 téraoctets. Le téraoctet, c'est l'unité de taille d'un gros disque. Hein. Donc la preuve, une fois écrite, elle fait 2,1 pétaoctets, et elle se vérifie assez vite, assez simplement. Et ça, c'est assez marrant parce que les mathématiciens, ça leur donne des nouveaux moyens d'explorer la nature de leurs sciences. Mais voilà, alors on a même tout exactement le nombre de réponses. Hein. Par exemple, voilà le nombre de colorations possibles pour 160. Il y a 2,5 milliards de colorations qui marchent. On sait tout. Et voilà. Et pour les matheux, c'est extrêmement intriguant parce qu'ils disent, maintenant on a le résultat, mais est-ce qu'on pourrait avoir une preuve de 12 lignes, comme on aime bien en maths, pour trouver le même résultat? Donc voilà. Donc voilà, en conclusion, l'informatique, c'était un outil à faire des calculs. Il y a longtemps que c'est fini. Il faut s'y habituer. Il y a longtemps que c'est fini. C'est un outil à penser autrement. Ça fait toujours des calculs, hein, mais il y a longtemps que c'est fini que ce ne soit que ça. Toute personne qui voit l'informatique comme un outil à faire des calculs point final, comme c'était le cas dans l'enseignement jusqu'en 2019, puisque vous arriviez au bac sans avoir passé une seconde sur l'informatique, ce qui est quand même pas beaucoup, ça marche plus. Donc en fait, c'est aussi une nouvelle façon de penser les sciences, et il n'y a pas que les sciences, le business et n'importe quoi d'autre. Hein. Voilà, on a des instruments virtuels, des expériences virtuelles, des simulations, j'en ai montré qu'un tout petit bout, et ça se marie très bien avec les maths, justement, à condition d'abandonner les histoires de supériorité. Les physiciens ont longtemps raisonné en supériorité. Ils disaient non, l'informatique c'est pour les branques, ça j'ai entendu ça beaucoup, au CNRS par exemple, et les matheux, alors là n'en parlons pas, il faut arrêter avec ces conneries. Et puis ça donne aussi de nouveaux matels, et voilà, et en France on est un peu dans cette situation, pas qu'en France d'ailleurs, mais ça s'améliore très vite. Et le fait que le CNRS soit maintenant pour président un informaticien de première force est une excellente nouvelle pour tout le monde. Voilà, je vous remercie. Question. Non, faut le mettre. Merci beaucoup. Donc on va prendre des questions et peut-être moi je vais faire commencer la première question. Si je vous comprends bien, les mathématiques révolutionnent un certain nombre de sciences
Est-ce que moi, en tant que directeur de thèse et intéressé par mon laboratoire, j'ai intérêt en sciences sociales à faire de l'informatique à mes étudiants, en sociologie par exemple? Alors, dans les sciences, ça c'est dans les sciences dures comme on dit, c'est clair. Par exemple, mes copains astronomes me disent on a un vrai problème. Il y a beaucoup d'astronomes qui sont formés, mais ce qui nous intéresse, c'est pas les astronomes, c'est les astronomes informaticiens. Donc les gens qui n'ont pas fait de l'informatique, dans leurs études d'astronomie, à l'heure actuelle, ils vont avoir du mal à trouver du boulot. Donc la réponse est, il faut faire attention. En sociologie, par exemple, dans les sciences sociales, alors la définition de sciences sociales est, bon, on la prend même au sens large. La réponse est, il y a des tas de choses qu'on peut faire maintenant, en particulier avec les algorithmes d'apprentissage, dont je n'ai pas parlé. Oui, on peut faire énormément d'analyse de données parce qu'on dispose de beaucoup de données. Et la différence sciences sociales, sciences exactes devient un peu floue par moment. Par exemple, quand on veut analyser les rapports entre les maladies et l'endroit où les gens habitent, c'est quoi? Il faut vraiment des médecins et des gens des sciences sociales, parce que les médecins tout seuls n'ont pas les critères qu'il faut pour comprendre ça, pour orienter les statistiques. Les statistiques ont toujours été très importantes en sciences sociales. Et maintenant, on peut passer à des échelles des échelles interprétatives beaucoup plus développées. Donc, il faut qu'il y ait un nombre raisonnable de gens, oui, il faut qu'il y ait un nombre raisonnable de gens qui soient sérieusement formés. C'est aussi pour ça qu'on met maintenant, pour la première fois, l'informatique à l'école, au lycée, officiellement. On va voir comment ça se passe dans le vrai, officiellement. Donc oui, ça me paraît évident qu'il faut qu'il y ait un nombre de gens suffisamment formés. Et je le vois parce que, par exemple, je connais beaucoup de gens en sciences sociales et ils se rendent compte qu'en France, on a pris un retard absolument considérable là-dessus. Mais par exemple, dans des analyses d'algorithmes comme Parcoursup et tout, il faut un mélange d'algorithmiciens et de sciences sociales, il faut absolument. Mais ce n'est pas forcément 100% des gens, de même que ce n'est pas forcément 100% des scientifiques qui font de la philo. On n'a tous pas le temps. Mais dans mon département d'enseignement, le prochain recrutement que je fais en outils, je le mets en Python et pas en cartographie, quoi, ou en statistique. Je ne vous dis pas de... Il faut laisser agir les circonstances aussi. Hein, c'est difficile. On ne peut pas juger des cas particuliers. Mais je pense qu'il y a un trou en France. De ce que vous avez dit, c'est un peu ce que j'ai perçu. Mais il y a d'autres questions dans la salle? Micro. Il faut prendre le micro en fait pour Anglette. Au niveau Plus près. Au niveau des machines, tu as dit que c'était un peu universel, ce qui était utilisé un peu dans les différentes machines. Et actuellement, il y a l'informatique quantique qui est en train d'arriver. Et bon, au niveau des algos, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont changer, qu'on va devoir jeter à la poubelle. Alors, je ne sais pas si les histoires de machines de Turing, tout ça, ça va rester valide. Mais j'ai l'impression qu'il y a toute une nouvelle science qui va apparaître. Alors, il y a déjà, bon, au niveau, comment dire, mise en œuvre, il y a déjà je crois qu'il y a déjà un ordinateur qui fait de la minimisation quantique, qui a donné quelques résultats, mais au niveau, on en est loin de ce qui va arriver après, à mon avis. Mais voilà, je voulais savoir ce que vous pensez des développements. Alors, un des problèmes de l'informatique, c'est le nombre de conneries qu'on entend sur beaucoup de sujets. Donc, il y en a un. Il ne marche plus, mon micro? Oui, c'est ça, ouais, j'ai déjà un micro. Donc, on entend énormément de bêtises, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir aucune information dans les journaux. Ça, c'est très important. Exemple de choses que j'ai lues sur le quantique. Là, les ordinateurs quantiques vont aller infiniment plus vite que les ordinateurs non quantiques et ils calculent beaucoup plus de choses. Alors, les deux affirmations sont 100% fausses. C'est quand même intéressant à savoir. Donc, les ordinateurs quantiques n'existent pas. Ça, je pense qu'il faut être conscient de ça. Les gens qui en font n'arrêtent pas de le dire, mais les gens ne le croient pas. Mais les gens qui en font disent, les ordinateurs quantiques, désolé, on a des petits bouts de bricolo. Et par exemple, IBM dit, IBM vient de doubler son ordinateur quantique, ce qui fait qu'il a dû passer de 7 bits à 14 bits ou un truc comme ça, sachant qu'il faut 10 bits pour faire un bit vu le rapport signal-bruit.
Donc pour l'instant, ça n'existe juste pas, et ils disent tous que ça n'existe pas. Par exemple, Google a mis en service une machine quantique qu'on peut accéder, et Google explique que tant qu'elle n'a pas quelques milliers ou quelques millions de bits quantiques, ça ne servira pas vraiment à grand-chose. Mais ce n'est pas une raison, c'est un sujet de recherche absolument fantastique. Et pour l'instant, le problème, c'est que les bits quantiques ont une durée de vie inférieure à la seconde. Donc, c'est pas terrible. Alors, il y a des machines quantiques qui ne sont pas des ordinateurs, en revanche. D-Wave, c'est absolument pas un ordinateur. Ça fait des formes de minimisation dont personne n'a jamais vraiment su encore si c'était du lard ou du cochon. Hein. Il y a eu beaucoup de trucs bizarres, là. Mais enfin, il y a pas mal de gens qui ont essayé avec des succès moyens. Alors ça, c'est la première chose. Donc, pour l'instant, ça n'existe pas. Ça ne dit pas que ça n'existera pas, mais les obstacles sont absolument considérables. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le sujet qui ne sont pas persuadés que ça existera. Alors ça n'empêche absolument pas de travailler sur le sujet. Parce que si ça existe, c'est intéressant. Première chose. Deuxième chose, il n'y a pas de différence entre les algorithmes calculés par un ordinateur quantique et les algorithmes calculés par une machine de Turing. C'est des théorèmes, hein, pas très compliqués. Il y a une différence, c'est qu'on peut peut-être, alors ça c'est une interprétation, mais enfin, mettons qu'on puisse ajouter des fonctions aléatoires. Et ça, on sait qu'une fonction aléatoire, c'est très important, puisqu'il y a beaucoup d'algorithmes qui reposent sur le tirage au sort. Presque tous les algorithmes modernes passent leur vie à tirer au sort. Hein. Si vous regardez ce que c'est que PageRank, comment on classe les réponses d'un moteur de recherche pour qu'il y ait les 10 bonnes sur la première page, c'est rien que des milliards de tirages au sort qu'on fait. Et avec des algorithmes fantastiques. Ceux que ça intéresse, Claire Mathieu a fait l'année dernière au Collège de France un cours tout à fait extraordinaire sur les algorithmes modernes randomisés. Alors on peut faire, mais si on ajoute une machine, c'est très facile à ajouter aussi à un ordinateur normal. Alors nous, pour l'instant, on a des pseudo-quantiques, mais si on le remplace par des quantiques, c'est pas forcément bien parce que c'est plus reproductible, mais ça a des avantages aussi. Donc non, de ce côté-là, il n'y a pas de différence. Les algorithmes qu'on connaît, il y en a extrêmement peu. C'est un sujet de recherche très actif. Il y a très très peu de choses qu'on saurait faire avec un ordinateur quantique. Il y a effectivement certaines minimisations. Il y a cassé RSA, donc le code numéro 1 de... Mais parce qu'on sait, il y a un algorithme quantique, c'est le premier qui a été trouvé, l'algorithme de Shor, qui permet de factoriser un produit de 2 entiers. Et donc ça, RSA, c'est on prend 2 gros nombres premiers, on les multiplie, si on sait le factoriser, les casser. Mais bon, ça marche avec 4096 bits RSA, alors il faut déjà avoir beaucoup de bits pour faire ça. Mais enfin, c'est sérieux. C'est-à-dire, s'il y avait une vraie machine quantique, ça... Alors, bon, en même temps, on est en train de normaliser les cryptographies post-quantiques, qui ne devraient pas être impactées par ça. Puis il est possible aussi qu'RSA soit cassé avec des choses normales. Par exemple, il y a un algorithme dont on pensait qu'il ne pourrait marcher qu'en quantique, qui a été cassé avec un algorithme normal de machine de Turing qui est plus rapide que ce qu'on pensait en quantique. Donc c'est la vase, hein, on ne sait pas trop où on est. Alors il ne faut pas confondre, c'est un fabuleux sujet de recherche et ça va changer le monde d'ici demain matin. Ce qui se raconte, les journaux ne font pas la différence entre les deux. Puis on vend, ça va changer le monde demain matin, on ne vend pas, c'est un fabuleux sujet de recherche. Donc bon, il faut attendre et voir, laisser les gens bosser. J'espère qu'on aura au Collège de France une année là-dessus. Ce serait bien on a une chaire, la chaire INRIA Collège de France, informatique et sciences numériques, change tous les ans. L'année dernière, c'était sur les grands algorithmes probabilistes, cette année sur les algorithmes distribués, et ce serait super qu'on en ait une sur le quantique, mais il faut voir, il faut trouver encore. Ouais. Mais bon, c'est fou ce qu'on fait dire aux choses. Par exemple, la blockchain va résoudre tous les problèmes du monde, l'intelligence artificielle, où on est mort, on va être bouffé par les machines en 2044. Ah, mais les Coréens sont meilleurs, ils ont dit que ce serait en 2041 en Corée. Tout ça, c'est bullshit, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Bon, mais le sujet est vrai. Le sujet est vrai, mais les réalisations ne sont pas là. Bon, c'est comme ça. Hein. Les gens bossent. Hein. Il y a au moins 20 technos en chantier. Par contre, tous mes copains du quantique disent arriver déjà à... Il y a à Roche, au Collège de France, quand même, le premier qui fabriquait un chat de Schrödinger. Ils arrivent à le garder quelques millisecondes, leur chat de Schrödinger. Ah non, longtemps, ils arrivent à le garder 140 millisecondes. C'est énorme. Enfin, les ordinateurs, ça prend du temps à calculer. Bon, c'est un beau sujet.
sur lequel ce serait bien d'arrêter de raconter n'importe quoi pour écouter les gens qui le font et qui racontent pas n'importe quoi, eux, qui sont ceux qu'on n'écoute pas. Pareil pour l'apprentissage. Yann Lequin, qui est l'inventeur de l'apprentissage deep learning, un des 3 inventeurs, lui, au moment où tout le monde raconte que ça a tout changé, il suffit de s'y mettre, tout, lui, il dit, j'aimerais bien qu'à la fin de ma carrière, on ait atteint le bon sens du chat. Ce qui est déjà très, très difficile. Mais bon, donc, il ne faut pas vendre de la soupe, c'est sérieux, ces sujets. Mais le sujet est vrai. Donc, il y a de la littérature, mais c'est compliqué, hein. On a très très peu d'algorithmes qu'on sait faire. Dans le cas le meilleur, c'est exponentiellement meilleur. On en connaît, je crois qu'un. Et ça peut être. On a des algorithmes où c'est racine carrée meilleur. C'est-à-dire qu'au lieu de. Enfin, on passe de N2 à N, quoi. C'est bien. Mais bon, c'est pas. Mais bon, il faut surveiller ça de près, quoi. C'est pas tout de suite. Par contre, sur les minimisations. Et ça sert aussi à d'autres choses, ça sert à faire des simulations de phénomènes quantiques. Alors ça peut être beaucoup plus intéressant. Ce n'est pas forcément du calcul. Mais je ne suis pas spécialiste, hein, d'un autre côté. Bonsoir, je ne voulais pas vous interrompre. Vous m'entendez? Oui. Bon, c'était très intéressant. J'ai une question peut-être un peu plus pragmatique, ou au moins concrète, on va dire, qui peut nous impacter à court terme. J'ai le père d'une amie qui avait dit, je vais la citer, que les nouveaux analphabètes, les nouveaux illettrés... Les nouveaux analphabètes, ouais. Les nouveaux illettrés, dans les années, voire les décennies à venir, ce seront ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ou peut-être le mandarin, et ceux qui ne comprennent pas l'informatique. Oui. Je suis biologiste, nul n'est parfait, et en effet, j'ai pas eu de cours d'informatique au lycée, je me sens un peu à la ramasse, surtout après cette super présentation. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un risque je ne sais pas si on peut parler de génération, mais qu'une part non négligeable de la société reste à côté si de façon active on ne se met pas à jour, on n'essaye pas de rattraper le gap, le retard qui est en train de se creuser? C'est pas un risque, c'est déjà une réalité. Je prends un exemple. Vous regardez les 10 sociétés les plus riches du monde. Dedans, il y a 6 d'informatique, dont les 4 premières. Dans les 100 premières sociétés au monde, il y a 2 françaises. C'est le seul domaine industriel connu où c'est comme ça. Donc on a décidé en France que c'était un non-sujet, qu'il ne fallait pas l'enseigner, qu'il ne fallait pas être présent. Moi, ce que je sais du plan calcul, c'est que la chose qu'il a fait, c'est qu'on a fait de la théorie. Parce qu'on avait l'interdiction d'acheter des ordinateurs qui ne soient pas français. Donc on a fait de la théorie. On était très bon en théorie, ça nous a bien servi. Mais bon. Donc la réponse est oui, c'est déjà comme ça. Regardez beaucoup de choses dans l'économie. Vous regardez les sociétés qui ont compris que c'est l'informatique, ce que je disais, c'est posséder l'information est plus important que posséder la matière ou l'énergie. Vous regardez le commerce, c'est qui? C'est Amazon. C'est massif. Le commerce électronique, à distance avait été assez largement introduit en France. Il y avait la Redoute, il y avait la Fnac, rien n'a survécu de tout ça. Essayez de comparer le site de la Fnac et le site d'Amazon, vous allez revenir vite, hein, parce que moi je l'ai fait plein de fois, je tombe sur le produit que je veux, il n'y a pas le prix. Alors je téléphone à la Fnac, je leur demande, ils me disent « Ah ben oui, il n'est pas en vente ». Donc c'est super, il est sur le site, mais il n'est pas en vente. On sent une compréhension profonde de la chose. Donc on est juste absent. L'Europe est globalement absente. Il faut quand même se rendre compte de l'économie. Elle n'a pas l'habitude d'être absente de l'économie, l'Europe. En ce moment, c'est ce qui arrive. Hein. Donc voilà, donc ça coûte cher. Alors après, tout n'est pas noir. Par exemple, l'État français s'est énormément changé là-dessus. Les sites gouvernementaux sont très bons. Pas tous. Les cartes grises, il ne faut pas en parler, mais les sites, le J-France, il y a énormément de travail. Il y a un organisme qui s'appelle Etalab qui travaille beaucoup là-dessus. Il y a énormément de travail pour que les informations qu'on peut avoir administratives quand on a besoin de faire des choses, ça s'est amélioré énormément en France. C'est récent, mais c'est vrai.
C'est vrai, donc c'est pas uniforme. L'enseignement, quand même. Moi, j'ai écrit un rapport en 1983 disant que c'était vraiment urgent d'enseigner l'informatique et d'en faire une discipline. 1983, j'en ai écrit en 2013, donc 30 ans après à l'Académie des sciences, qui s'appelait Enseignement de l'informatique, il est urgent de ne plus attendre. Il vient d'entrer en 2019, mais il n'y a pas les profs. Le CAPES vient de démarrer en 2019. Il y a eu un refus total. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher d'avoir des ingénieurs dont heureusement, c'est plus vrai dans le supérieur. Les universités ont enseigné l'informatique tout de suite. Ça a été très rapide. Les universités n'ont aucun retard. Les grandes écoles en ont eu beaucoup. Certaines en ont toujours beaucoup, mais d'autres non. Mais l'université n'a pas eu de problème. Mais arriver au bac en ayant fait 0 seconde d'informatique, ça a été maintenu dans l'absurdité. Ce n'est plus vrai. Donc, à l'heure actuelle, le ministère a mis des billes là-dedans, mais enfin, bon, j'étais copilote des nouveaux programmes d'informatique et de la nouvelle spécialité, mais il faut encore que les lycées le mettent en place. Bon. On a eu des pieds sur le frein depuis que je suis petit. Moi, j'ai entendu plein de fois, c'est une mode qui va passer. Très bien, c'est juste la première industrie du monde. Bon, économiquement, c'est cher. Donc, oui, c'est pas que ça risque de nous exclure, c'est que c'est déjà fait sur beaucoup de domaines. Alors, c'est pas forcément inéluctable, mais en informatique, il y a un truc absolument fondamental. Ça s'appelle winner take all. Le premier rafle tout. Parce que c'est pas de la matière. Donc, moteur de recherche, vous avez Google et les autres. Alors, Google, vous avez les autres maintenant, ça commence doucement. Vous avez DuckDuckGo ou Quant qui disent qu'ils ne vont pas vendre vos données. Mais la naïveté des gens est fondamentale. Il n'y a pas que le manque d'éducation, la naïveté. Les gens se plaignent que Google vole leurs données. On ne peut pas se plaindre de ne pas avoir écouté. Ils se plaignent d'eux-mêmes, ils ne se plaignent pas de Google. C'est ça le problème. Donc oui, ça coûte très cher. Oui, c'est déjà comme ça. Oui, il faut faire quelque chose. Mais il y a une prise de conscience maintenant, ce qui est bien. Merci de l'exposé. Ma question peut-être qu'elle est un peu élémentaire pour les maths, mais je vous parle depuis mon ignorance biologiste. Est-ce que vous avez parlé du théorème Schur et de la preuve SAT-UNSAT, et d'après ce que j'ai compris, est-ce que vous croyez ou vous savez si ces preuves-là, elles pourraient être applicables à des hypothèses biologistes qui ont des variables complexes et des différentes variables, ou elles peuvent avoir une limite en termes de variables et pas être applicables? Alors, quand j'ai montré Alors, SAT-UNSAT, c'est un cas particulier assez simple. Il y a il y a d'autres jeux. SAT-UNSAT, l'avantage, c'est que c'est le calcul le plus bête des maths et le moins bien compris, donc ça, c'est intéressant. C'est un vieux problème, c'est Boole qui l'a défini, c'est Georges Boole, 1850. Mais heureusement, il y a d'autres calculs qu'on sait aussi automatiser en partie, c'est-à-dire de mélanger SAT avec d'autres théories, des théories de nombres, des théories de... il y a beaucoup de choses. Ça s'appelle SMT, et ça s'appelle la programmation par contrainte. Donc on peut poser des questions qui sont aussi numériques. Ce que je disais sur ça, là, je vais revenir à ça. Ce que je disais sur la modélisation des cellules. Voilà, sur ça, là. Ça, c'est typiquement des questions qui sont numériques aussi. Donc, elles sont un mix de logique et de numérique. Donc, il y a des solvers. C'est des solvers. Alors, l'idée, c'est qu'il faut que les solvers soient assez automatiques. Parce que c'est des trucs hyper techniques et on va certainement pas demander aux biologistes de savoir comment ça marche. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait sur ces solvers. Donc, ça, c'est des choses qui sont faites à l'Institut Pasteur. Pasteur a investi beaucoup dans ces trucs-là à l'heure actuelle, alors que les biologistes étaient très, très réticents avant. Maintenant, il y a beaucoup de... aux États-Unis, la bioinformatique, computational, il y a deux parties. Il y a l'ADN, les algorithmes qui sont sur les chaînes de caractères, qui sont du vivant. Ça, c'est beaucoup plus... Ça ne va pas aller à super vite, ça, c'est des problèmes durs.
Mais vous voyez, ça, c'est des choses, ce genre de choses. Et l'année prochaine, il y aura au Collège de France un professeur de Computational Biology, qui s'appelle Walter Fontana, qui parle justement de simulation des cellules, de choses comme ça, et qui est un prof à Harvard en Computational Biology. Il y a des profs à Harvard, il y a des profs dans toutes les universités américaines en Computational Biology. Je ne suis pas sûr qu'il y en a plus de 2 en France. Hein. Donc, vous voyez, là aussi, on n'est pas très en avance. Mais bon, d'un autre côté, comme ça va doucement, c'est plus facile de rattraper. C'est très dur de rattraper les choses qui vont encore plus vite qu'avant, mais c'est quand ça va doucement, c'est possible. Donc, oui, la réponse est oui, on peut faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas miraculeux. C'est comme tout, c'est-à-dire il faut bosser, quoi. Hein, puis il faut comprendre que ça sait faire ce que ça ne sait pas faire. Voilà. Mais par exemple, sur le rythme circadien, il y a des résultats tout à fait remarquables. Et il a été montré qu'avec ces outils de simulation cellulaire, on peut aussi fabriquer des machines générales qui ont la même puissance que les machines de Turing. Ça, c'est un joli résultat de cette année. Donc oui. Regardez ce que font François Fage, FAGES par exemple, sur INRIA, il bosse depuis longtemps là-dessus, ou alors ce que font des gens comme Vincent Danos à Paris 7, ou Jérôme Ferret à l'École normale supérieure, qui sont des gens qu'on verra l'année prochaine dans ce cours. La biologie, il y a du boulot pour longtemps en biologie, hein, ça c'est sûr. Enfin, le coût de ne pas avoir enseigné l'informatique est gigantesque. Oui, vous avez déjà répondu à la question que je voulais poser, effectivement, parce que sur l'informatique, il n'y a pas de... Enfin, le CAPES d'informatique, vous dites, va être créé à partir de maintenant. Donc, c'est vrai qu'on est pas mal dans cette salle à faire de la simulation numérique. Et étant thermicien, un peu physicien aussi, effectivement, aujourd'hui, il vaut mieux prendre un thésard qui a une bonne connaissance en maths et en informatique plutôt qu'en physique pour travailler avec lui. C'est vrai. Et c'est vrai que l'informatique a peut-être été trop longtemps considérée comme qu'un outil, alors que c'est vraiment une discipline à part entière. La programmation, c'est pas quelque chose de facile. Ah oui. Parce que, effectivement, personnellement, pour avoir vécu le décalage entre la programmation en Fortran 77, puisque les IBM, je les ai connus aussi, et la programmation en objet, c'est tout un monde. Personnellement, à 44 ans, j'ai plus 44 ans, j'en ai plus de 10 de plus, mais la programmation objet, effectivement, a ouvert des perspectives que... Alors, voilà, ça c'était la première marque, et puis après, je vous pose une question aussi sur, qui est peut-être un peu hors contexte, pour savoir ce que vous pensez de la pollution que l'informatique engendre aujourd'hui. Comment vous la voyez évoluer dans les années à venir? Voilà, sur ces 2 points. Les 2 questions. Hein. La première, c'est sur programmer. Bon, la programmation objet, c'est un objet bizarre en informatique, je dois dire. Mais parce que nous, on considère que programmer, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il est très facile de programmer faux et très difficile de programmer juste. C'est un peu comme en maths. La différence, c'est qu'en maths, c'est pas grave si c'est faux, ça emmerde personne, tandis que quand on programme et que c'est faux, ça emmerde. En particulier, on fabrique des outils pour que les programmes soient analysés avant d'être exécutés. Et ces outils sont très peu utilisés dans les cadres de simulation ou de programmation numérique. Je peux en donner un exemple intéressant. J'ai fait beaucoup d'expertise dans ma vie, mais j'en ai fait une récemment, qui est public, donc il n'y a aucun honte à le dire, sur l'arrêt d'urgence des centrales nucléaires. Problème, évidemment, de calcul, puisqu'on ne peut que calculer ces trucs avant de les fabriquer. On ne s'amuse pas à les faire péter pour essayer, hein, donc, sauf que si, des fois. Donc l'arrêt d'urgence des centrales nucléaires, il est entièrement sous contrôle logiciel. Alors, c'est assez intéressant, parce que là, j'ai vécu une histoire vraiment, vraiment assez typique. Donc, il se trouve qu'à l'IRSN, l'Institut national de radioprotection et sécurité nucléaire, ils ont des gens extrêmement bons en informatique, surtout en vérification de programmes. Et donc, l'arrêt d'urgence, c'est un programme. Les hommes ne peuvent pas arrêter une centrale en cas d'accident. Ce n'est pas eux qui font le boulot, c'est des logiciels. Pourquoi? Parce que Tchernobyl et Three Mile Island, c'est des opérateurs qui ont fait péter les centrales. Hein.
Donc on estime que c'est beaucoup plus fiable de faire le boulot par des logiciels, par des hommes. Mais il faut que les logiciels soient bons. Bon, il y a des gens qui ont fait ça, ont vérifié très très soigneusement avec des outils de première force, intellectuelle, scientifique et tout. Et je pense que le travail fait était remarquable. J'arrive au conseil scientifique de l'IRSN, un endroit de gens très forts, des physiciens de première force, des chimistes, des métallurgistes, des mécaniciens, vraiment des gens super costauds. Ce n'est pas des branques qui font ça. Question qu'on me pose, pour montrer la différence de schéma mental, quelle est la probabilité qu'il reste un bug dans le programme? Ah, moi je réponds, ben, c'est extrêmement simple, c'est 0 ou 1. Elle me regarde et dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? 0 ou 1, ça n'a pas de sens comme probabilité. Ben, je dis, si, c'est 0 s'il n'y en a pas, et c'est 1 s'il y en a un. Ils disent, mais on ne peut pas dire ça. Je lui dis, si, pourquoi? Ben, si, je le dis, je peux, et non seulement je le dis, mais il n'y a que ça qu'on peut dire dans le cas précis. Il dit, mais enfin, quand même, tout a des probabilités qui ne sont jamais 0 ou 1. Je leur dis, ah bon? Croyez. Bon, alors, quelle est la probabilité que le théorème de Pythagore soit vrai? Ils disent, ben, c'est une question idiote. Je dis, non, c'est la même. Logiciel, pas physiciel. Logiciel, c'est logique, comme le théorème de Pythagore. Alors, c'était assez intéressant parce que les gens étaient légèrement déstabilisés. Et puis, alors, moi, comme c'était après Fukushima, ça avait commencé avant et après Fukushima, l'attitude des gens avait changé à 100%, je peux vous dire. Après Fukushima, donc, je leur dis, mais il y a un petit problème. Il est dans le rapport public. Il y a un petit problème. Votre programme d'arrêt d'urgence, il est fait avec des coefficients numériques. Et ces coefficients numériques, je sais pertinemment qu'ils sortent de vieux codes en Fortran du CEA des années 60 dont personne ne sait ce qu'ils font. Ils disent oui, c'est vrai. OK? Mais ils m'ont dit, ben, on a quand même des tas d'autres arguments pour penser que ces coefficients sont bons, ce que je crois vrai. Enfin bref, faire des vieux codes qu'on ne sait pas contrôler, parce que pendant très longtemps, en numérique, on écrivait les programmes, et comme on était fort, les programmes étaient justes. Ça, je l'ai vécu beaucoup. Bon, il faut changer d'avis. Faire des programmes justes, ce n'est pas le même métier que faire des programmes presque justes, du tout. Alors je pense qu'il y a une conscience de ça maintenant. Par exemple, au CEA, il y a, au LIST, qui est le grand labo du CEA, ils ont des outils d'analyse de programmes en flottant qui peuvent être très importants. Chez Airbus, on fait des grosses analyses sur les programmes, etc. Mais comment vous faites pour distinguer un programme juste d'un programme faux? Bon, ça, c'est la science informatique, elle n'est pas toute puissante, mais bon, on peut faire mieux. Et par exemple, les langages objets, c'est un excellent moyen de donner des nouveaux moyens de faire faux. Donc, bon. La réponse est oui, il faut vraiment s'intéresser à ça. Et pour l'instant, il y a une scission complète entre les matheux et les informaticiens, mais pas partout. Pas partout, ça commence à s'améliorer. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait par exemple, qui certifient des bibliothèques. Je vous donne un exemple tout con. Il a fallu 10 ans, plus de 10 ans, pour arriver à comprendre ce que voulait dire sinus x en flottant. Ça n'a été normalisé que récemment. Parce que simplement, on ne savait pas le dire. Flottant, c'est une bête bizarre. Donc maintenant, c'est fait. Exponentiel, ce n'est pas encore fait. Ça veut dire que le flottant, sinus en flottant est portable, mais exponentiel, non. C'est assez marrant, donc il y a des problèmes profonds derrière tout ça. Bon, d'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui fonctionnent bien. Mais pas partout, pas partout. Par exemple, dans les voitures, il y a des bugs invraisemblables dans les programmes numériques à l'intérieur des voitures. Toyota a tué beaucoup de monde avec le contrôle moteur, ça j'en parle beaucoup dans d'autres exposés. Et ça, c'est des gens qui pensent que programmer, il suffit de le faire, quoi. Bon, ça a fait au moins 89 morts identifiés. Sur la bagnole par à fond, juste, c'est pas un problème, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Bon. Donc oui, il faut faire attention. Je pense que ça va arriver maintenant, il y a quand même beaucoup plus de validation de bibliothèques. Par exemple, les bibliothèques géométriques qu'ils font à Sigal, à l'INRIA, elles sont validées extrêmement sérieusement. Et puis sur la pollution, là, peut-être. Ah, sur la pollution. C'est un problème sérieux, mais qui va être, hélas, tout à fait minoritaire. Donc, parce que, ben oui, un téléphone, par exemple, c'est pas démontable.
Et si on faisait un téléphone démontable, à l'heure actuelle, on ne saurait pas le faire marcher. Donc il y a eu des essais, mais bon. Donc c'est vraiment un objet, comme c'est fait par milliards, les téléphones, c'est vraiment un truc sérieux. Mais ça va être, et on parle des terres rares, des choses comme ça, c'est parfaitement exact, ça va être 0%, ça va être même pas l'épaisseur du trait comparé à la voiture électrique. Parce que là, c'est la taille au-dessus. Si on regarde la batterie d'une téléphone et la batterie d'un téléphone et la batterie d'une voiture électrique, il y a juste un facteur 1000. Hein. Donc oui, il n'y a pas que... Ça va faire partie des problèmes de pollution de la génération nouvelle, oui. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Micro. Il y a quelqu'un qui a déjà demandé. Proms. Bonsoir. En fait, j'aimerais savoir si tout a été construit en informatique et si la machine est universelle, pourquoi il y a autant de langages informatiques? Pourquoi il y a autant de langages informatiques? Parce que les langages, ça ne sert pas aux machines, ça sert aux hommes. Et les hommes universels, il n'y a pas. Alors là, si ça vous intéresse, j'ai fait un cours à Rennes en 2016 qui s'appelle « Pourquoi y a-t-il autant de langages en informatique ?» Donc, vous le trouverez sur le web. C'est une longue histoire. Mais les langages, c'est des créations humaines. Pourquoi il y a autant de langages sur la Terre? C'est une excellente histoire aussi. Donc, ça n'a rien à voir, le langage et la machine, puisque le langage, c'est fait il est impossible, la machine, son langage à elle est horriblement on ne peut pas lui parler. D'ailleurs, dans les machines modernes, il n'y a même plus d'assembleur. C'est-à-dire que si on écrit des programmes en assembleur à la main, ils ne vont même pas marcher. Pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici. On ne peut écrire l'assembleur qu'avec des programmes. On ne peut plus le faire à la main quasiment. Parce que, bon, pour des tas de raisons d'optimisation. Donc là, le problème, c'est que c'est nos têtes qui sont limitantes. Les langages, ils essayent d'aider les limitations de nos têtes, sachant que les machines ne les ont pas. Donc la jonction entre les deux est extrêmement grande. C'est pour ça que je disais aux enfants, c'est extraordinaire. Vous allez voir, c'est très très dur d'être aussi bête qu'un ordinateur. Et ce qu'on essaie de faire dans les langages, c'est de faire des langages qui nous permettent d'avoir le niveau de bêtise de plus en plus proche du nôtre. Oui, par rapport à la pollution, vous avez parlé des matériaux, donc les terres rares, etc. Est-ce que ce ne serait pas plutôt les serveurs qui sont le véritable problème j'entendais récemment les chiffres par rapport à Amazon qui ont des quantités immenses de serveurs et qui génèrent une pollution, des émissions énormes. Et justement, par rapport à cette question, est-ce que, parce que là, on a vu deux choses, on a vu l'informatique appliquée au savoir, à la connaissance et donc à ce qui nous est extérieur et comment déchiffrer ce qui nous est extérieur et le modéliser par l'informatique, et ça c'est bien utile, et la partie donc qui est tout autour, qui est, alors avec Amazon c'est la partie commerciale, et est-ce que véritablement tout informatisé, c'est bénéfique dans les situations actuelles? Tout informatiser, ce qui est automatisable, c'est exactement comme en agriculture. Est-ce que le tracteur est bénéfique à l'agriculture? Ça dépend des moments. Tout informatiser, non. Il n'a jamais été question de tout informatiser. Par contre, quand on parle d'énergie, écologie, il faut faire attention. Par exemple, il faut comparer, c'est-à-dire il faut faire les plus et les moins. Un des problèmes quand on fait de l'économie de l'écologie, c'est de jamais se contenter du plus et du moins, mais de mettre les deux en face. Je donne un exemple. Le courrier électronique, ça consomme de l'énergie. Le courrier postal, ça consomme des quantités invraisemblables d'énergie. Pour faire le papier, pour transporter les lettres, pour tout ça. C'est pas pour rien qu'un timbre, ça coûte 1,80 franc. Et qu'un courrier électronique, ça coûte 0. Ça correspond aussi à une dépense d'énergie, de matériaux, de tout ça. Le courrier postal, qui a déjà fondu de 50% en 5 ans, là, le courrier postal consomme énormément d'énergie. Bon, il disparaît, il peut être totalement disparu si on veut. Par contre, il y a des paquets postes maintenant qui se mettent à consommer une quantité énorme d'énergie. Il faut faire les balances entre les deux. Il y a aussi d'autres choses. Ça permet aussi de réduire beaucoup les transports.
Par exemple, le télétravail est un excellent moyen d'éviter de faire 75 bornes par jour en bagnole. Il n'est pas très développé en France, mais il commence. Mais il est très développé aux États-Unis. Et c'est assez con de prendre sa voiture pour aller faire un machin qu'on peut faire soit chez soi, soit dans un autre ailleurs, frais pour, à côté. Parce qu'on est très très loin, avec tout ce qu'on dépense dans les serveurs, ce qui est exact, on est très très loin de ce que dépensent les transports, qui sont vraiment vraiment au-dessus de tout. Donc il faut faire des équilibres. Oui. D'autre part, l'évolution de l'électronique, moi j'ai beaucoup travaillé là-dedans, l'évolution de l'électronique, effectivement entièrement axée sur la diminution de l'énergie. C'est-à-dire que jusque dans les années 2005, on augmentait la vitesse. Vous remarquerez que, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire quand vous les achetez, ça ne change pas. Hein. Moi j'ai un ordinateur il y a 10 ans, il ne va pas plus vite, il va pas plus doucement que celui que j'ai là. Simplement, il a moins de mémoire et tout. Mais la consommation électrique a énormément diminué. Mon ordinateur, il y a 10 ans, il a un gros ventilateur. Celui-là, il n'en a pas. Parce qu'il est passé de 70 watts à 4. Et un téléphone, avec ses 10 milliards de transistors, il consomme en milliwatts. Donc tout le jeu, c'est de diminuer ça. Donc c'est pas perdu de ce côté-là. C'est pas perdu. Virer les disques, c'est un moteur électrique qui fait tourner un truc, c'est idiot au niveau consommation. Une mémoire SSD, c'est-à-dire une mémoire flash, ça consomme gigantesquement moins. Donc c'est peut-être là, depuis l'an 2000, je dirais que la diminution de l'énergie, c'est la seule chose dont on s'occupe dans l'industrie électronique. Avant, on s'occupait de la vitesse, maintenant on s'occuperait de l'énergie. Donc c'est pas du tout espéré de ce côté-là. Et ce qui consomme, c'est les disques et les écrans. Un écran cathodique, ça consomme énormément. Un écran à plasma, ça consomme que dalle. Pas à plasma, LCD, OLED, ça consomme que dalle. Bon, mais on fait de plus en plus de calculs. Donc, ce qui consomme dans votre téléphone, c'est d'appeler Internet. Hein. Ah oui, téléphoner, ça consomme 0. Envoyer un SMS, c'est pas visible. Mais naviguer, ça calcule à mort, ça. Et la vidéo. Donc, les balances ne sont pas simples à faire. Mais ça va dans le sens d'une grosse réduction à l'heure actuelle. Évidemment, il ne faut pas faire des bitcoins ou des conneries comme ça. Consommer de l'énergie pour créer de l'argent, pour trouver plus con, c'est quand même pas facile. On n'est pas forcé de faire aussi con. Hein. On va terminer, il me semble, il est 18h, le contrat c'est jusqu'à 18h. Anglette, apparemment, n'a pas de questions, à moins que ça ait surgi. Mais quand on leur a demandé à 5 minutes, il n'y avait pas de questions. J'ai un mail aussi, si vous voulez poser des questions. Hein. Et il répond, je peux vous garantir. Ah, je précise aussi que tous les transparents de tous mes cours sont disponibles en source et faits pour être volés. Ben, il me reste à vous remercier. Merci à vous. Beaucoup pour cette conférence très intéressante.